En tout, on arrête 7 policiers qui avaient fait des braquages, et des braquages lourds, à séquestration. Et à un moment donné, on voit les 3 mecs sortir avec le directeur du Crédit Agricole en otage, et ils vont à la caisse d'épargne juste à côté. Compte tenu des risques encourus et de la nature des affaires, ça peut paraître beaucoup. Moi, je suis fils d'ouvrier, c'est énorme. Oui. Mais pour les malfaiteurs dont on parle, ça représente 10 kilos de résine de cannabis. Ils m'insultaient en permanence. La première nuit que j'ai passée, c'est la première nuit que j'avais prédit à M. Sarkozy, c'est que toute la nuit, les détenus hurlent votre nom. Aujourd'hui, je reçois Michel Néret, un grand nom de la police judiciaire qui a consacré 35 années de sa vie à lutter contre le crime organisé et qu'on a finalement accusé d'être le Scarface de Lyon. Michel, bonjour. Bonjour. Alors Michel, est-ce que tu peux nous raconter comment tout a commencé, déjà d'où tu es originaire, comment tu rentres dans la police et pourquoi? Alors moi je suis fils d'un ouvrier, mon père était mineur et le déterminisme social voulait que je finisse mineur. Sauf que mes parents, ils ont insisté pour que je fasse des études et que je puisse pouvoir satisfaire ma vocation. Je voulais faire policier. Parce que j'étais baigné dans les films américains, les films français, les Belmondo, les Delon. J'avais envie d'être policier. Et donc j'ai fait des études de droit. J'ai passé le concours de commissaire de police et je suis arrivé commissaire de police, j'avais 23 ans. Et j'ai choisi une filière qui était la seule qui m'intéressait dans la police judiciaire. C'est-à-dire la lutte contre la criminalité organisée. C'était vraiment ma vocation. Toi, c'était le banditisme. C'était le banditisme et c'était la chasse à l'homme. C'est-à-dire j'avais une philosophie qui n'est pas, je dirais, celle de la démarche traditionnelle d'un service de police. La démarche traditionnelle, c'est vous avez un crime ou un délit, vous faites une enquête pour identifier les auteurs. Moi, ma démarche, c'était, on avait des renseignements sur des auteurs potentiels, on suit ces gens-là pour arriver sur le fait criminel et on les fait en flagrant délit. Voilà, j'ai construit quasiment toute ma carrière sur cette philosophie-là. C'est pour cette raison que lorsque je suis sorti de l'école de commissaire de police, j'ai choisi le seul poste qui m'intéressait, qui était la police judiciaire de Versailles. La PJ originelle. La PJ originelle, le plus gros service en France, mis à part la préfecture de police, bien sûr. Et donc, j'ai pris un poste qui était le poste du groupe de répression du vol des objets d'art. Même si j'avais pas une grande culture artistique, c'était la seule possibilité pour moi de mettre le pied dans la police judiciaire, dans cette maison qui était la police judiciaire. Je te coupe, on est en quelle année, là, à peu près? On est en 81. Okay. Voilà, en 81, donc je commence ma carrière à Versailles. Je commence à avoir des équipes qui avaient une certaine expérience dans la matière et on a fait quelques affaires intéressantes. Et 6 mois après mon affectation à Versailles, le directeur de l'antenne de Meaux, qui était un service de Versailles, décède dans des circonstances assez dramatiques et le directeur de Versailles me nomme à l'antenne de Meaux. Alors l'antenne de Meaux, je connaissais pas du tout la région de la Seine-et-Marne, sauf que Meaux, c'est à l'est de Paris. C'est la frontière du 93, et c'est le 93 à l'époque le réservoir de tous les braqueurs de la région parisienne, Montfermeil, Chelles-les-Coudreaux, Montreuil, Coubron. Et donc la Seine-et-Marne, qui était un département très agricole, beaucoup d'établissements bancaires dans des petites communes qui n'étaient pas très protégées. On avait énormément de vols à marmer, et c'était vraiment moi mon cœur de métier, celui auquel j'aspirais vraiment. Et donc j'avais des fonctionnaires qui m'ont donné l'envie de poursuivre dans ce domaine. Un qui m'a appris, un ancien de la préfecture de police, la rigueur procédurale, et un autre qui était aussi un ancien de la préfecture de police qui m'a appris la manipulation des gens. Voilà. Qui arrivait à retourner le plus beau des voyous et à obtenir des confidences que jamais... En faire un indicateur. Un indicateur, ou en tout cas quelqu'un qui faisait des confidences. Et mon premier flag de braquage, je l'ai réalisé quand j'étais à Meaux, sur une équipe de braqueurs parisiens, qui nous avait fait un tas de vols à marmer, dont un qui était un supermarché à Fontenay-Trésigny, où ils avaient tué le directeur de l'établissement de sang-froid, avec une balle dans la tête. Et donc on travaille sur ces gens-là, on les loge, et on les loge à Villeneuve-Saint-Georges. Et donc on prévoit une interpellation en fin d'après-midi, Villeneuve-Saint-Georges, au domicile, qui est à côté de la gare, des malfaiteurs, enfin donc, des deux principaux. C'est en banlieue parisienne, Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, Villeneuve-Saint-Georges, et on les voit arriver, donc on interpelle ces gens-là. Sauf que ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils venaient de faire un braquage. Donc on les interpelle alors qu'ils avaient encore les armes à la main, grenades sur eux, le butin, et on les interpelle. Et là, cette interpellation, elle m'a servi beaucoup pour ma carrière future, parce qu'au moment de l'interpellation, donc on s'est précipité sur les malfaiteurs, et un des fonctionnaires de mon unité a voulu donner un coup de poing, de crosse, de revolver sur la tête d'un des malfaiteurs. Pour assommer le type. Et il avait le doigt sur la détente, et donc le coup de feu part,
Et là, j'ai des projections de poudre sur toute la joue droite. Fallait tuer le taulier. J'ai failli mourir sur ma première interpellation chaude. Et là, je me suis dit, bon, la prochaine fois, on va organiser ceux qui interpellent Manu Militari et ceux qui assurent la protection armée du dispositif. Voilà. Ça a été pour moi une interpellation qui a été riche d'enseignements. Voilà. Et donc, j'avais un directeur à Versailles qui m'avait un peu senti très enthousiasme par ce métier et qui est parti à Lyon. Et je lui avais dit à l'époque, puisque j'avais fait mon stage, moi, de commissaire de police à Lyon, j'avais dit, si tu vas à Lyon, enfin, si vous allez à Lyon, il y a un poste qui m'intéresse vraiment, c'est celui de la brigade de recherche et d'intervention, la brigade anti-gang, parce que c'est vraiment la démarche du travail du malfaiteur jusqu'au flag. Et la brigade anti-gang de Lyon était créée en 1976, je dirais, en réponse à l'épopée des gangs des Lyonnais. Parce que le gang des Lyonnais, c'est 70-75, et on s'est rendu compte à l'époque qu'il n'y avait pas de service de police qui était dimensionné pour prendre en compte des malfaiteurs lyonnais et les suivre jusqu'à leur point d'action, qui était Maubeuge, Strasbourg. Donc, ils ont créé à cette époque la BRI de Lyon, qui était donc une antenne de l'office, donc une compétence nationale. Et donc, j'ai intégré cette unité comme adjoint en 83 et comme chef en 84. Et donc, c'est une unité où un commissaire de police reste 4-5 ans, grand maximum. Moi, j'y suis resté 21 ans. 21 ans parce que c'était vraiment la passion qui m'animait. C'était la chasse à l'homme. À l'époque, on avait quand même des moyens un peu exorbitants, des moyens de droit commun de la police. On avait des véhicules étrangers, on avait des radios cryptées, et on avait une liberté d'action, une très grande liberté d'action, aussi bien sur la possibilité de suivre des malfaiteurs de Lyon jusqu'à Marseille, jusqu'à Brive, jusqu'à La Flèche, jusqu'à Saumur. On a fait des flags de braquage et de séquestration pratiquement sur tout le ressort national, quoi. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Alors justement, profil des clients. À l'époque, le milieu lyonnais, qui sait, parce qu'on a parlé du gang des Lyonnais, alors c'était fameux Moment Vidal, il y a eu un film d'Olivier Marchal sur les Bien Lyonnais, sûr. Une équipe emblématique qui avait tapé la Poste de Strasbourg, un énorme braquage, qui restait un peu légendaire dans l'histoire de voyous. Là... Et qui avait fait des prosélytes, puisqu'on avait beaucoup d'équipes structurées à Lyon, qui avaient fait de leur profession le vol à main armée. D'ailleurs, à cette époque, quand j'étais à la BRI, Libération avait titré « Lyon, capitale du hold-up ». C'est vrai que chaque semaine, on enregistrait entre 10 et 15 vols à main armée d'établissements bancaires. Donc on avait vraiment beaucoup d'équipes qui mobilisaient mon activité quasiment à 100% de mon temps. Après, on a beaucoup évolué sur le trafic de stupes, mais je dirais de 85 à 95-2000, l'activité principale de la BRI de Lyon, c'était le vol à main armée, c'était la neutralisation en flagrant délit d'équipes structurées de malfaiteurs d'envergure. Ils tapaient quoi à l'époque ? Ils tapaient les banques. Ils tapaient les distributeurs de banques, ils tapaient les directeurs d'établissements qui séquestraient, et avec le directeur de banque qui pénétrait dans la banque, qui faisait les coffres, à l'époque où on faisait des coffres... pas la postiche, on braque, on avait exactement sur Lyon la même forme de banditisme qu'à Paris. T'avais quoi, les fonderies d'or aussi dans la région, parce que c'est assez prégnant dans ce coin-là. On a fait une équipe de braqueurs qui avait fait une fonderie d'or chez Monsieur Récoquet, où ils avaient pris 100 kilos d'or, qu'on avait ensuite interpellé alors qu'ils étaient en train de faire fondre l'or dans un hôtel en banlieue lyonnaise. On les prend au moment où ils sont en train de faire fondre l'or, donc ça c'est quelque chose d'impressionnant. Vous rentrez c'était un hôtel désaffecté, vous rentrez dans l'hôtel désaffecté et vous entendez le creuset qui commence à chauffer. On ignorait qu'ils faisaient ça, on les suivait comme étant des braqueurs potentiels. Et un jour, ils nous amènent sur la surveillance de Lyon dans cet hôtel désaffecté, et on n'y comprend pas la raison de leur présence. Et dans l'après-midi, on les voit partir avec des bouteilles de gaz et aller chercher des bouteilles de gaz. On les soupçonnait un peu d'avoir participé au braquage de la fonderie d'or de chez Recoquet, et donc on a décidé d'interpeller ces gens-là à ce moment-là dans l'hôtel. Et quand on pénètre dans l'hôtel, on a... alors il restait encore une 50aine de kilos d'or en filament qui était définissable, qui provenait de chez Recoquet, et puis on avait une 30aine de kilos en lingots qui, eux, n'étaient pas identifiables. Alors, le boulot de la BRI, juste pour m'arrêter un peu dessus, concrètement, pour les gens qui ne connaissent pas, ok, surveiller les malfaiteurs, mais ça consiste en quoi ? Parce qu'il faut déjà connaître le milieu, donc il y a une partie de rance à obtenir pour connaître le profil de vos clients. On pourrait se mettre sur eux, les filocher, tu disais, sur des centaines de kilomètres. Ben voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de toute façon, le quotidien de la mission de la BRI, elle est contenue dans sa définition, c'est identifier, surveiller et neutraliser des malfaiteurs qui se livrent à des actes de banditisme ou qui tentent de se livrer à des actes de banditisme.
Donc autant la surveillance et la neutralisation, ce sont des techniques de police. On vous apprend à faire de la filature, on vous forme à la filature, l'interpellation, exactement la même chose. Mais identifier, ça suppose une technique particulière, c'est-à-dire chercher du renseignement. Chercher du renseignement, c'est se créer des informateurs. Et donc j'ai, pendant toute ma carrière, mis l'accent sur cet aspect-là, la recherche et la manipulation d'informateurs. J'avais incité un certain nombre de fonctionnaires de mon unité. À cette époque, on était une quarantaine. Et je peux vous dire que dans l'unité d'une quarantaine, il y avait 3-4 fonctionnaires que j'estimais en mesure d'avoir un contact avec des voyous pour en faire des informateurs. Et donc, moi, ça a été ma démarche pendant toute ma carrière, c'est développer la politique du renseignement. Donc, la culture de l'informateur pour obtenir des renseignements. Et ensuite, avec nos moyens, nos habitudes et notre professionnalisme, on arrivait à construire des dossiers en flagrant délit. On en a fait... moi, en 21 ans, j'ai dû faire 40 ou 50 braquages en flag avec séquestration parce qu'on avait du renseignement. Et après, toute la difficulté, c'est recruter des informateurs J'allais te le dire. de qualité qu'il fallait à la fois protéger, qu'il fallait de temps en temps intéresser financièrement et qu'il fallait aussi encadrer. Parce qu'un informateur, c'est quelqu'un qui est impliqué dans le milieu que vous êtes cherché de traquer, mais il faut qu'il ait un rôle, je dirais, périphérique, en tout cas pas très actif. Il était hors de question qu'on traite un informateur qui monte au braquage ou qui participe activement à un trafic international de produits stupéfiants. Donc c'est généralement des gens qui font du soutien logistique, qui fournissent du matériel, ou alors qui, vraiment de très loin, approchent au plus près les équipes. Alors, et la difficulté, c'est de construire des procédures en faisant en sorte que l'informateur ne soit pas détectable. Moi, dans ma carrière, j'ai eu 3 à 4 informateurs. En 35 ans, 3 à 4 informateurs. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens que vous voyez un jour et que vous ne revoyez plus le lendemain. C'est quelqu'un avec qui vous construisez une vie professionnelle. Oui, lui, vous lui faites la sienne parce que vous le protégez et la police. Non, mais il y a une espèce de jeu comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un que vous allez voir tous les jours, pratiquement toutes les semaines, pendant des mois et des années. Donc, se crée avec l'informateur une relation qui est une relation de très grande proximité, voire d'amitié. J'allais te le dire. C'est l'évidence même. Et ceux qui ne sont pas capables de comprendre ça, sont des gens qui n'ont jamais eu à traiter d'un informateur véritable. Donc, l'informateur, c'est quelqu'un, déjà, qui va rechercher à établir une relation de confiance. Parce que c'est quelqu'un qui va vous donner du renseignement dans une matière qui est le commandantisme. Il sait très bien que si demain, il est identifié par les équipes qui dénoncent, sa vie est en danger, la vie de sa famille est en danger. C'est quelqu'un qui va consacrer un peu d'argent pour apporter du renseignement. Donc, il va se déplacer dans les matières de stup, il va se déplacer en Espagne, au Maroc. Donc, il faut, quelque part, qu'on le finance. La question est comment est-ce que l'informateur est financé? Alors, il y a un service central des sources, parce que au niveau du ministère, on a créé des règles sur le traitement de l'informateur. Oui, parce que alors à l'époque, c'était libre, quoi. En gros, c'était à toi de te débrouiller pour faire ton truc. Et c'était, je dirais, la direction centrale faisait une grande confiance à ses agents traitants. Moi, j'ai eu, sur mes premières affaires de mes premiers informateurs, des sommes d'argent assez conséquentes, en espèces, que j'ai données à la personne en question, sans se faire signer le moindre reçu, ni quoi que ce soit. C'était assez libre. C'était empirique. Et c'était de l'argent qui venait d'où, alors, l'espèce? C'était quoi, les fonds du service Alors, c'était les fonds, des fonds secrets, mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que l'argent qui sert à rémunérer un informateur, c'est de l'argent qui a été saisi par des services de police et de gendarmerie sur les affaires de stupéfiants. Aujourd'hui, c'est ça. Vous avez un service central des sources, qui est le service parisien, qui est chargé de gérer, au niveau national, l'enregistrement des informateurs et la rétribution des informateurs. Alors, l'enregistrement des informateurs, elle est très simple. Vous appelez le service central et vous faites enregistrer l'informateur. Vous ne donnez pas le nom de votre informateur au service central. Le service central parisien ne connaît pas l'identité de l'informateur du service local. Il ne connaît que les 2 premières lettres du nom, les 2 premières lettres du prénom et la date de naissance. Et à partir de là, il vous donne une immatriculation. Donc, on immatricule un informateur au service central des sources. On l'immatricule lorsque l'informateur est d'accord qu'on le fasse.
Parce qu'il y a des malfaiteurs, enfin il y a des individus, des informateurs qui refusent toute immatriculation ou toute présence dans un fichier policier. Parce qu'ils ne connaissent pas les règles et ils ont toujours peur d'une fuite. Et je dirais qu'ils ont raison, parce que lorsque j'avais été arrêté en 2011 et que j'avais la liste des informateurs dans mon bureau, les gens de l'inspection générale ont quand même saisi la liste des informateurs pour la mettre en procédure. Une fois qu'il est immatriculé, il a droit à percevoir une prime d'informateur. Et la prime d'informateur, elle n'est perçue par l'informateur que lorsque l'affaire est réalisée. Donc, après coup. Et donc, elle est fonction de la nature de l'affaire, de la personnalité des malfaiteurs que vous arrêtez, des saisies lorsque c'est matière de stupéfiants. Donc, vous avez une demande que vous faites au service central des sources qui va vous gratifier d'une certaine somme. Vous faites une proposition et le service central des sources va suivre ou pas la valise ou pas. Là, ouais. Alors, comment est-il financé, ce service central des sources? Moi, j'ai été arrêté en 2011. En 2010, je peux vous dire quel était le système. Lorsque, sur chaque affaire de stupéfiants traitée par la police ou la gendarmerie au niveau national, toutes les saisies d'espèces et de cash sont saisies et sont ensuite attribuées à la mission interministérielle de lutte contre la drogue. Et la mission interministérielle de lutte contre la drogue, dont le rôle est de lutter contre le trafic de drogue et de faire de la prévention, finance le service central des sources. En 2010, la somme allouée au service central des sources était de 2 millions d'euros. Bon, c'est 2 millions d'euros qui provenaient de l'argent qui a été saisi sur des affaires de stupéfiants. Ça fait donc, pas c'est lourd, l'argent de la drogue qui sert à financer des affaires de drogue ou des affaires de banditisme. Donc 2 millions d'euros. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque on verse une prime d'informateur à un informateur, c'est que l'affaire a été faite et que cette affaire, en fait, a souvent généré la neutralisation d'une équipe, mais surtout des saisies. Saisies financières, saisies de biens immobiliers, saisies de véhicules qui sont ensuite vendus. Donc, la prime d'informateur que vous allez verser à votre contact, c'est une prime qui va rapporter à l'État beaucoup plus. C'est-à-dire que vous allez donner, 20 000 euros à un informateur pour une affaire, mais l'affaire, en réalité, elle va vous rapporter au budget de l'État 200, 300, 400 000 euros. C'est-à-dire que ces 2 millions d'euros, c'est, je dirais, de l'argent productif. Parce qu'il va rapporter capital de plus. départ pour ça fait fructifier finalement. Oui, que l'État fait fructifier par toutes les saisies qui sont réalisées grâce à ça. Causées par les affaires Je t'arrête en même temps, 2 millions d'euros pour l'ensemble de la France et des services de police, c'est pas non plus. Non, mais il y a quand même des mecs qui risquent leur vie, qui risquent. Je suis d'accord avec vous. Bon. C'est pour ça que nous, nos primes, elles étaient de l'ordre de 20 000, 30 000. J'ai donné une fois une prime de 50 000. Compte tenu des risques encourus et de la nature des affaires, ça peut paraître beaucoup. Moi, je suis fils d'ouvrier, c'est énorme. Oui. Mais pour les malfaiteurs dont on parle, ça représente 10 kilos de résine de cannabis. Le mec qui vous amène une affaire d'1,5 tonne, si vous lui donnez l'équivalent de 10 kilos, il va vous donner une affaire une fois, mais pas la deuxième. Quoi. Alors, ce qui me permet de revenir un peu en arrière, quand tu convaincs c'est quoi le moteur des indicateurs? Ok, il y a l'argent, mais enfin, quand tu vois les sommes en jeu, on pourrait faire mieux en bossant sans rien dire. Finalement, c'est quoi le moteur? Parce qu'on dit souvent, la protection et tout, mais on a plutôt l'impression qu'il y a des types que le bon informateur, finalement, c'est un peu celui qui ne demande plus rien en échange. Il ne demandera plus rien en échange au bout d'un certain temps. Ou à partir du moment où il y a une relation d'amitié qui s'est créée avec l'agent traitant, là, l'informateur sera moins gourmand. Mais au début, l'informateur, il commence une relation qui est naissante. Donc, il ne connaît pas véritablement la personne avec qui il entretient des échanges un peu nocifs, quand même, toxiques pour eux, quand même. Donc, il y a une confiance qui s'établit et souvent, l'informateur va répondre aux tests que l'informateur va vous envoyer. Donc, ça peut être une protection judiciaire, parce que l'informateur, mécaniquement, il va avoir des problèmes judiciaires, parce qu'il est en relation avec une équipe de malfaiteurs, et donc, il va vous tester pour savoir si, au niveau de l'autorité judiciaire, vous avez la capacité à intervenir pour lui obtenir une décrocher une forme de... Ouais. C'est pour cette raison que dans la notion de renseignement et d'informateur, je dirais que c'est une chaîne avec 3 maillons. Il y a l'informateur, le policier et le magistrat. Parce que le policier seul, il ne pourra jamais rien faire, en tout cas pas apporter une réponse judiciaire au problème de l'informateur. Il faut absolument qu'il y ait une relation très étroite entre le policier et l'informateur. Moi, j'étais chef de service, commissaire de police, je connaissais Lyon par cœur. J'avais, avec les autorités judiciaires, et notamment les membres du parquet, des relations de confiance très solides. Donc, je pouvais me permettre d'aller voir un procureur ou un substitut procureur pour obtenir, pour un informateur, un traitement bienveillant. Les mecs le savent, ça. Ils savent que vous avez une certaine autorité et donc, ils sont tentés d'entretenir des relations avec vous. Donc, ils vous testent là-dessus.
Et ensuite, ils vous testent aussi pour savoir si vous êtes quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance, si leur anonymat est préservé de manière absolue. Et à cet égard, l'un de mes meilleurs informateurs, que j'ai recruté dans les années 90, nous avait amené à l'époque une affaire de stupéfiants. C'était 150 kilos de résine de cannabis. 85-90, c'était une affaire très importante. Et donc, il nous donne les tenants et les aboutissants de l'affaire. Donc, on met en place des surveillances et on voit les 150 kilos de résine de cannabis passer sous les yeux. Sauf que si l'interpellation avait été effectuée au moment où on voit le produit, l'anonymat de l'informateur aurait été compromis. Donc, on ne fait pas l'affaire. Et les 150 kilos partent dans la nature et on n'intervient pas. Et là, l'informateur, il s'est rendu compte qu'il pouvait avoir confiance en nous et qu'on n'était pas des morts de faim prêts à le jeter en pâture sur n'importe quelle affaire. Ça a cimenté la confiance. Et à partir de là, on a fait, sur des années, une dizaine d'affaires de grand banditisme parce que l'informateur était confiant. Et parce que aussi, on le rémunérait. Alors, on le rémunérait, c'est pas de notoriété publique, mais lorsqu'on faisait des très grosses affaires de produits stupéfiants et qu'on allait faire brûler 1 tonne ou 1,5 tonnes à l'incinérateur, on mettait une vingtaine de kilos de côté et on pouvait donner quelque chose à l'informateur. Ça lui permettait de se financer et puis d'avoir mais quand même une gratification à la hauteur du risque qu'il prenait. Alors, toujours petit retour derrière, donc dans les années 80 à Lyon, ces équipes de braqueurs. C'est quoi le milieu lyonnais d'ailleurs à l'époque? Il y a beaucoup de monde, parce que toi tu l'as bien connu. Ça représente combien de, on va dire, à un certain niveau, à l'époque, on avait dans la Champions League locale, quoi. On avait des dizaines d'équipes de braqueurs organisées, des dizaines. Alors je dirais une vingtaine ou une trentaine d'équipes. Et quand je dis organisées, c'est-à-dire que des équipes qui avaient à leur actif des dizaines de braquages de l'ordre de 40, 50. On a fait des équipes avec 120 braquages. Donc des équipes qui répétaient, et puis faisaient du prosélytisme parce que ça se savait, et les gens montaient au braquage assez facilement. Les banques n'étaient pas très protégées, donc on avait mis en place avec un directeur de sécurité des protocoles qui nous permettaient d'intervenir, notamment dans les banques, lorsque les malfaiteurs rentraient, demandaient l'ouverture retardée du coffre, restaient de l'ordre de 25-30 minutes dans un établissement bancaire, prenaient en tâche tout le personnel. On avait des protocoles avec une télésurveillance qui nous informait du braquage en cours. On était prévenus, BRI, nous, de manière unique, et on gérait l'affaire. C'est-à-dire que si le temps restant imparti pour l'ouverture du coffre nous permettait d'arriver sur la place, on prenait en compte l'affaire. Si on ne pouvait pas prendre en compte l'affaire, on prévenait le service de sécurité qui n'appelait pas ni la police, la gendarmerie, ne voulait pas voir arriver des gens la cavalerie sur une banque avec le risque de prise d'otage et de fusillade. Ils ne voulaient pas ça. Donc on était des correspondants privilégiés. Et on a fait un certain nombre d'affaires de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on mettait en place un dispositif. On avait non pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. On n'intervenait pas pendant le braquage. On laissait partir les malfaiteurs et on essayait de les suivre jusqu'au moment où, opportun, où on peut les interpeller. Quand la pression retombait un peu de leur côté. Voilà, j'ai le souvenir, on en a fait des équipes, on en a fait une dizaine d'équipes de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'investissement. On nous prévient, braquage en cours. Sauf qu'on ne connaît pas la dangerosité des malfaiteurs qui sont dans la banque. On intervient sur des malfaiteurs, on ne sait pas qui c'est. Je prends par exemple Action Directe. Lorsque les gardiens de la paix et de la sécurité publique de Lyon sont intervenus sur une banque pour un braquage en cours, c'était Action Directe, Maxime Frérot. Un des gardiens de la paix a été pris à revers par un des malfaiteurs qui était un terroriste qui était avec un pistolet mitrailleur qui l'a découpé en morceaux. C'était le brigadier Hubert qui est mort parce qu'il n'y avait pas de protocole d'intervention suffisamment sécurisé. Nous, on avait une méthodologie de travail. Et une anecdote qui montrera toute la difficulté de la chose, c'est qu'on est prévenu un matin d'un braquage en cours au Crédit Agricole de Charbonnières. Charbonnières est une commune à 20 km de Lyon. Durée de la temporisation demandée 30 minutes. Donc 30 minutes, ça nous permet d'arriver sur Charbonnières, où j'avais d'ailleurs un dispositif qui n'était pas très loin, qui s'est détourné de sa mission initiale et qui est à l'arrivée sur l'établissement bancaire. Donc à ce moment-là, on détache un fonctionnaire qui est à pied et qui va se mettre dans un commerce et qui nous donnera des indications sur le braquage. Et donc, nous, on a tout un tas de voitures, une dizaine, une quinzaine de véhicules, on se met tout en étoile autour du secteur. Et là, il y a trois malfaiteurs à l'intérieur de la banque. On l'entend à la sonorisation
qu'on nous a transférés dans la salle radio de la PJ. Et à l'extérieur, on avait un mec qui était au volant du Mercedes qui bloquait la circulation. Il bloquait la circulation de Charbonnières pendant 10 minutes. Donc tout le monde klaxonnait, le mec était cagoulé avec une grosse Mercedes. Et à un moment donné, on voit les 3 mecs sortir avec le directeur du Crédit Agricole en otage et ils vont à la caisse d'épargne juste à côté. Et nous braquent sous les yeux la caisse d'épargne avec le directeur du Crédit Agricole. Il faut un doublé. Il faut un doublé. Il faut être culotté, quoi. Ouais. Surtout en pleine ville comme Charbonnières où tout le monde regardait les choses, quoi. C'était un truc de fou. Donc, les mecs repartent ensuite avec le Mercedes. Au bout de 1 kilomètre, un des véhicules que j'avais mis en observation, on voit que le directeur il est éjecté du véhicule, donc on n'a plus d'otage. Et on suit le véhicule jusqu'à la sortie de Charbonnières, on les voit changer de véhicule. Et la filature de Charbonnières nous conduit jusqu'à Vienne, par les petites routes de campagne. Vienne qui est à 30 km au sud de Charbonnières, quoi. Et donc, arrivés à Vienne, ils prennent un petit chemin, une petite route, un chemin départemental. Et donc là, j'ai réussi à faire placer 2 véhicules devant le véhicule des malfaiteurs. Et donc, on les a bloqués sur le chemin départemental, on a percuté leur véhicule, on les a interpellés. Voilà. Ça, c'est une équipe qui nous a fait une trentaine de braquages sur la région lyonnaise et qu'on avait pu interpeller, je dirais, sans investissement, grâce au dispositif de sécurité mis en place par les banques. Voilà. Donc, on avait énormément d'équipes et on avait bâti notre réputation à la BRI de Lyon parce que, à plusieurs reprises, on avait été interpellés en flagrant délit des équipes lyonnaises qui avaient exercé loin de leur base. On avait une équipe à Saint-Fond, très violente, de banlieue, composée d'individus d'origine nord-africaine, qui nous faisaient beaucoup de mal sur la région lyonnaise, et qui, un jour, avaient décidé d'aller exporter leur savoir-faire dans la région sud. Et donc, on a suivi ces gens-là jusqu'à Brive. Et donc, dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Et donc, on les a vus opérer, on les a vus voler une voiture sur place, on avait un gros dispositif. Je passe sur les détails. Les mecs nous braquent la BNP de Brive, ils prennent une très grosse somme d'argent, et on les fait. En flag ou en retour de flag. Et je peux vous dire que ça, c'est des affaires dont le retentissement local est important. Ça veut dire qu'il y a un service de police qui est capable d'aller filocher des mecs supposés infilochables jusque dans des villes comme Brive, en pleine campagne. Des centaines de kilomètres. Et ensuite, on a fait des équipes de braqueurs de cette nature à l'extérieur de nos bases, parce que ça, c'est la chasse passionnante. Oui, j'allais te le dire. Ça. C'est la chasse passionnante. Encore une équipe qui nous a laissé un souvenir incroyable. On avait une équipe de braqueurs qui avait tapé dans toute la région sud de la France, pas seulement dans la région lyonnaise. On n'avait pas identifié les individus, mais un jour, on intervient sur une intervention bancaire où on nous prévient un braquage en cours au Crédit Agricole de Feyzin. On intervient, on se déplace sur Feyzin et on se rend compte que devant la banque, il y a une camionnette de gendarmerie. Donc on s'est dit, bon, les gendarmes sont sur place, on s'en va. On va plier. Sauf que les gendarmes arrivent sur place, frappent à la porte de la banque et sont pris en otage par les malfaiteurs. Mais ça, on ne le savait pas. Lorsqu'on intervient, lorsqu'on arrive sur place, on voit les gendarmes. En fait, les gendarmes étaient pris en otage par les malfaiteurs. Donc, ce qui démontre déjà le savoir-faire et le sang-froid de ces malfaiteurs. Et donc, cette équipe prend la fuite et on arrive à identifier un individu, qui est un individu de Saint-Étienne. Et on place sur écoute tout un tas de gens. Et un jour, on apprend que ces gens-là ont une opération prévue. Donc, on met un gros dispositif. Je me rappelle, c'était le dimanche soir à Saint-Étienne. Donc, on voit le mec de Saint-Étienne qui prend sa voiture et qui arrive à Lyon. Donc, on identifie un complice lyonnais à la Croix-Rousse. Et les 2 individus partent en voiture et ils remontent jusqu'à Paris. Donc, ils passent dans le centre de Paris. Ils récupèrent un 3e mec qui était proche de la famille Van Verberg. Et les Francis Lebel. Francis Lebel. Et les 3 partent au Mans. Donc, tout ça, c'est une époque où on n'avait pas de téléphone portable. On n'avait pas de balise de repérage satellitaire. Oui. C'était que de la filature pure. Donc, Saint-Étienne, Lyon, Paris, Le Mans. Et donc, Le Mans, il récupère un 4e individu avec une autre voiture qui avait une R25 faussement immatriculée. Et tous les 4 partent du Mans. Enfin, ils arrivent au Mans, ils posent 2 voitures à la gare du Mans et avec la voiture volée faussement immatriculée, ils partent. Et ils partent à la Flèche. La commune sous-préfecture locale. On commence à avoir les individus qui repèrent le centre de la Flèche, les établissements bancaires. On se doutait bien qu'ils avaient un projet précis dans le coin, et ils sortent de la Flèche, et en sortant de la Flèche, ils rentrent dans une zone pavillonnaire, on ne peut pas les suivre, et on les perd. On ne peut pas les suivre, on les perd, sinon oui, c'est des petites rues, risque de détection. On va voir que donc, vous, là. On rentre au commissariat, et moi, je mets tout le dispositif à la gare du Mans, où il y avait 2 véhicules qui étaient en retrait, et je vais au commissariat, et je leur dis, écoutez,
On est de Lyon, on suit une équipe de malfaiteurs susceptibles de faire des braquages, on les a vus chez vous. Le mec me dit, mais on n'a jamais eu de braquage depuis 30 ans, on n'a jamais eu de braquage. J'ai dit, ça peut arriver. Mais bon, on n'avait pas de radio, on n'avait pas de téléphone portable. Et nous, on était au Mans, qui est à 30 km. Je dis, écoutez, c'est simple, je vais mettre quelqu'un à une cabine téléphonique de la gare du Mans. Je vous donne le numéro. Si jamais vous avez un braquage ou quoi que ce soit, vous m'appelez. Et donc, on repart tous au Mans, il est 18h, et on attend, minuit et demi, on voit arriver la R25 avec nos 4 individus qui sortent des gros sacs du coffre, sauf qu'on n'a pas d'informations. Et si les mecs sont venus simplement faire des repérages, je ne me voyais pas lancer une interpellation. On était en association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs avec un bon avocat, c'est 5-6 ans. C'était moins lourd. C'est-à-dire 2 ans de prison ferme. C'est pas le but recherché. Le but, c'est l'élimination pour une durée très longue. Donc, je décide pas d'interpeller et on se met en configuration retour filature. Et donc, au moment où on monte dans les voitures, avec les 3 voitures des malfaiteurs prennent la fuite, là, le mec qui est à la cabine, il monte dans le véhicule de service et il entend, mais par chance, il entend la cabine qui sonne. Donc, il va à la cabine et là, le commissaire de la Flèche me dit, écoutez, on vient d'avoir un braquage avec une séquestration du directeur et de sa famille qui était logé dans une villa de la zone pavillonnaire où on avait perdu nos costauds. Et donc, le braquage consommé, et donc là, on se met en filature pour éventuellement une interpellation. Mais il était 1h du matin, dans la campagne de la Sarthe. C'est-à-dire, la filature, elle était un peu grillée. Non, tout ça pour dire que on est en filature, et au bout de 30 km, donc, on voit un barrage de gendarmerie au loin avec les girons. Et donc, les 3 véhicules des malfaiteurs s'arrêtent en pleine campagne. Nous, on est obligé de s'éclater. Et moi, je passe sur les véhicules et je vais directement au barrage de gendarmerie. Donc, je me présente, je leur explique les raisons de ma présence. Et sur ces entrefaites, j'ai un véhicule qui arrive, un des véhicules des malfaiteurs, qui est un véhicule propre. Le mec, il a rien sur lui, il arrive comme pour passer un barrage, quoi. Et donc, je dis au gendarme, on va le prendre. Donc, on le prend, le mec, il dit, attendez voir. Je dis, écoute, on est de la BRI de Lyon. Ça fait 3 jours qu'on vous filoche. Et donc, le mec, il a compris tout de suite. Il s'est jeté la tête la première sur le véhicule. Il s'est pété le nez pour éviter d'être en garde à vue dans un service de police et d'aller à l'hôpital. D'aller à l'hosto. Et donc, on le neutralise, on le met de côté. Et sur ces entrefaits, il y a la R25 qui arrive avec les 2 costauds, la voiture volée, faussement immatriculée, avec tout le matos dans la voiture. Et donc, ils arrivent à 3 mètres du barrage. Et à 3 mètres, bam, ils accélèrent, ils percutent la barrière et ils s'arrachent. Donc, il y a un gendarme qui arrive, qui met un coup de PM, mais dans le vide. Et là, j'ai un véhicule de chez moi qui arrive derrière et qui prend la filature. Et le gendarme, il se retourne avec le PM pour allumer la bagnole. Pour allumer. C'était une voiture, c'était une 505. Et c'est là que je leur dis, non, mais si je suis pas à côté, ils auraient et donc, tué. ils partent. Et là, on les perd. Sauf que les malfaiteurs ne savaient pas qu'on les avait filochés depuis le début. Donc, on se met en filature et en surveillance à Paris, sur l'appartement du Parisien. Et le matin, on voit arriver un taxi avec 3 mecs. Enfin, pas un taxi, un véhicule avec 3 mecs. Il y en a 2 qui descendent, qui sont serrés tout de suite. Le 3e, le proche de Francis Lebège, s'arrache. Il y a quelques coups de feu qui sont tirés par les policiers. On voit le mec qui s'affaisse au volant, mais il s'arrache. On l'arrête 6 mois plus tard, et le mec, il avait 2 cicatrices dans le dos, il avait pris 2 impacts. 2 bastos. Voilà, c'était un peu le style d'affaires qu'on adorait faire. C'était remuant, il y avait de l'action. Voilà, ça a été vraiment mon cœur de métier pendant 21 ans. Alors, juste pour finir sur ces braqueurs des années 80, etc., tu disais il y avait des mecs de quartier, justement, c'est un peu le moment, voilà. Ça, je voulais avoir un peu le profil des gens, c'est quoi, des vieux chevaux de retour? Des vieux chevaux de retour, non, c'était des banditistes traditionnels. Des mecs d'une quarantaine d'années qui avaient déjà fait leur expérience et qu'on reprenait alors qu'ils étaient récidivistes, qu'ils avaient tiré un enseignement de leur arrestation précédente, qui savaient ce qu'était une filature, qui savaient déjouer des filatures. Bon, donc ils nous demandaient beaucoup plus de temps pour construire un dossier. Un dossier de flagrant délit de vol à main armée, c'est des semaines, voire des mois. On a mis plusieurs mois sur certaines équipes, voire sur certaines équipes de trafic international de stupes, 1 an et demi. Mais c'est pas des filatures quotidiennes. On cible les moments où on sent qu'il faut faire une filature à ce moment-là. Ou que ça bouge, ou que ça... parce qu'on a beaucoup d'écoute, on a des informateurs qui peuvent nous indiquer le moment où l'équipe commence à monter en température. Voilà. Mais voilà, on avait en permanence une dizaine d'équipes en surveillance, à peu près. Et donc, on avait 3 groupes opérationnels. Chaque groupe avait 2-3 équipes. Et dès qu'on sentait que l'équipe commençait à être chaude, on regroupait l'ensemble.
T'as vu arriver les mecs de banlieue aussi, parce que là, banlieue est lyonnaise, là, On c'est a vu, copieux voilà, aussi. Les on a vu Vaux-en-Velin, arriver, les voilà, Bron, Vaux-en-Velin, la Vénissieux, Duchère, Rieux, Vénissieux. Duchère. Voilà. Alors, c'était quoi le profil, là? C'était quoi, ce qu'on appelait aujourd'hui les grands frères? Les mecs qui étaient dans le vol, ils n'étaient pas encore dans le stup. Ils faisaient Non, des équipes les mixtes. stupes, c'est 95-2000, pas avant. Mais avant 2000, c'était braquage. Mais braquage de manière assez répétitive. On avait des équipes, même Givors, on avait des équipes qui nous frappaient 1 ou 2 fois par semaine. C'était pas des braquages très élaborés, mais c'était des braquages malgré tout qui avaient demandé un préparatif, des repérages. Donc des gens, quand vous faites 40 ou 50 braquages, vous commencez à prendre une certaine expérience. Et puis vous savez déjouer une filature. Donc on avait eu beaucoup de mal sur ces équipes. Et on a fait 2-3 équipes de cet acabit-là, en flaque de braquage, Saint-Fond, Givors. Givors, pareil, renseignement, parce que tout part souvent d'un renseignement en matière de grand banditisme, d'où l'intérêt de cultiver cette politique-là, et pas de la restreindre ou de la freiner. Moi, je développais ça. Et donc, renseignement, sur une équipe de Givors, on en était à 54 braquages. 54 braquages, qui étaient énormes. Les établissements bancaires commençaient à tousser un peu. On savait très bien qui était à l'origine de ces braquages, mais on n'arrivait pas à faire l'équipe en flag. Et en plus, ils habitaient dans des banlieues qui sont insurveillables. Surveillable 1 jour ou 2, c'est possible, mais dans la durée, c'est pas possible, parce que l'environnement est hostile. On avait trouvé même dans cette banlieue-là un appartement où on avait une caméra avec un enregistrement des cassettes VHS. Et le lendemain, on est arrivé le lendemain, il y avait tout par terre. Les mecs, ils étaient montés au balcon, ils avaient cassé la porte, ils avaient fait tout le matériel. Donc des gens qui savaient, en plus, qui étaient surveillés par la police, quoi. Donc c'était compliqué, mais qui continuent à opérer, puis à opérer de manière comme staccanoviste. Donc, renseignement. On nous a dit un jour, intéressez-vous à Vienne. Le samedi matin, c'est le marché. C'est le plus gros marché de la région. Et il y avait une banque au plein milieu du marché. Et donc, pendant 4 semaines, j'ai imposé à mes fonctionnaires de venir travailler le samedi à partir de 6h du matin jusqu'à midi. T'en profitais pour faire le marché. Pendant 3 semaines, il ne s'est rien passé. À telle enseigne que mes fonctionnaires m'ont demandé, même si j'étais sûr du renseignement. Et donc, on est resté. 4e semaine, j'ai le fonctionnaire qui était en face de la banque et qui voit tout de suite un arc de cercle de particuliers. Et on avait les mecs qui étaient rentrés dans la banque avec un gars qui était à l'extérieur, à Rambon-Point, qui menait tout le monde en joue. C'était noir de monde. Et donc, ces gens-là, ces braqueurs, prennent la fuite. On les voit prendre un véhicule relais, on les suit. Ils brûlent le véhicule relais un peu plus loin. Ils partent sur Givors par un chemin départemental. On arrive à les bloquer de manière discrète, mais à un moment donné, il faut arrêter les véhicules. Donc on arrête le véhicule qui est pris entre 2 véhicules de police. Ça sort. Je suis menacé directement par le chauffeur qui sort à mon point. C'est la première fois où je tire. Je tire pas sur lui, mais je tire en l'air. J'aurais pu tirer sur lui, j'étais en légitime défense. Ouais. Voilà. Et on neutralise l'équipe. 54 braquages, 18 ans de prison à la cour d'assises. C'est les équipes de banlieue qui nous donnaient beaucoup de difficultés. Voilà. Et ils ne donnaient pas des difficultés parce qu'ils étaient malicieux, ils nous donnaient des difficultés parce qu'on ne pouvait pas exercer de surveillance du quartier où ils habitaient. C'est ça. Vaux-en-Velin, Vénissieux, Givors, Rieux, c'est des quartiers extrêmement difficiles pour ce genre d'activité parce que notre présence est vite détectée par un environnement qui est hostile. Tous ces garçons spécialisés, que ce soit le banditisme traditionnel, ces équipes qui montaient des quartiers, il y a un moment, il va y avoir un changement de spécialité. Tu l'as mesuré comment? Parce que, en gros, les banques, ça paye plus, les peines à 2 chiffres. On l'a mesuré parce que beaucoup des malfaiteurs qu'on avait arrêtés sur des affaires de vol à main armée, ou bien étaient en cavale, ou alors, après leur condamnation, étaient repartis dans le sud de l'Espagne, à Marbella. On avait une très grosse communauté lyonnaise de voyous lyonnais à Marbella. Les Grangeons. Les Grangeons, les Oltra, enfin bon, un tas de gens qui étaient connus pour des affaires de banditisme et qui connaissaient parfaitement le secteur lyonnais et donc qui avaient entretenu déjà à cette époque des relations avec le Maroc et donc qui faisaient importer des quantités très importantes de résine de cannabis sur la région lyonnaise, ou bien par camion, ou bien par GoFast. Les premiers GoFast qu'on a fait à la Berry-le-Long, c'était en 2000-2005. Oui, pendant les années 90, tu avais encore le milieu traditionnel à la manœuvre. Dans les années 2000, on avait de l'attaque à main armée à 80%. À partir de 2000, on a vraiment changé d'activité. On avait toujours des braqueurs. Pas de braqueurs, mais oui.
Justement, alors, ces années de transition dans les années 90, là, t'as quoi ça? Dans les années 2000. Oui, mais dans les années 90, fin 90, on a vu quand même apparaître les Go Fast, des gens des anciens de la voiture bélier. Alors, c'était peut-être pas vos clients, vous, au début, des histoires de voitures bélier ou de mecs qui allaient faire des vols en Suisse. Il y a eu cette phase où le milieu, en tout cas les voyous à l'ancienne, fournissaient en cannabis les cités. Puis à un moment, ces petits jeunes, ils ont pris leur envol. Enfin, tu vois, Oui, c'est sûr qu'au départ, il fallait quand même avoir la relation avec la source d'approvisionnement. Et la relation avec la source d'approvisionnement, elle s'est pas faite naturellement. Elle s'est faite parce qu'elle était facilitée par la présence de malfaiteurs lyonnais dans le sud de l'Espagne. Et donc, beaucoup d'équipes ont commencé à importer de la résine de cannabis à Lyon. Et évidemment, tout le monde s'est rendu compte de la manne financière que ça représentait. Et donc, tout le monde a commencé à entretenir des relations avec ces gens en sud de l'Espagne et même à passer directement au Maroc et à se créer des propres sources d'approvisionnement. Oui, devenir eux-mêmes importateurs à la place en se disant on va enlever... Voilà, un intermédiaire. Voilà. Et ils ont commencé principalement par des Go Fast. Et c'est à cette époque où on avait commencé sur les péages de Vienne à procéder aux premières arrestations des véhicules porteuses de quantité de résine de cannabis assez importante. J'ai une question. Qui vous donnait les infos là? Parce que là, c'était des jeunes de quartier. Vous les connaissiez pas forcément, parce que des gens qui venaient pas forcément du vol non plus. Cette population, les Go Fast, les machins. Les jeunes de quartier, ils revendaient leurs produits stupéfiants. Donc, à un moment donné, on avait des sources qui étaient à l'achat de ces produits stupéfiants et qui nous dénonçaient le réseau. Et donc, on se mettait sur le réseau ou qui leur fournissait des voitures. Donc, on se mettait sur les voitures ou sur les individus et on commençait un travail nouveau pour nous, qui était moins passionnant qu'un flagrant délit de vol à main armée, beaucoup plus long et qui demandait aussi un travail assez rébarbatif de surveillance aux frontières, parce que il est bien évident qu'on ne pouvait pas passer en Espagne, et donc on était obligé d'attendre, de prévoir l'arrivée des véhicules à la frontière espagnole, et souvent on prenait les véhicules au péage de Galargues à Montpellier, puis on les remontait jusqu'à Lyon. On essayait d'aller jusqu'au point de logistique et de planque du produit stupéfiant, parce que intervenir sur des véhicules en Go Fast, ça a toujours été très dangereux. Et lorsque vous intervenez, on est intervenu plusieurs fois sur les péages de Vienne, c'est des dispositifs qui provoquent un certain nombre de casses. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'employés dans les cabines de péage. Et on avait eu une pression énorme de la part des sociétés autoroutières pour éviter de faire ce genre d'opération qui impliquait des risques. Ça, je peux le comprendre. Donc, on essayait de travailler différemment. C'est-à-dire qu'on laissait passer et puis on essayait de détecter les lieux de planque. Et à partir de là, on construisait un autre travail. Donc, c'est des travails qui étaient nouveaux pour nous. Mais donc, on essayait d'aller du passeur jusqu'au commanditaire et au financier, qui était un Lyonnais, hein, quoi qu'il en soit, mais qui ne participait pas au voyage du produit. Au voyage. Tu te souviens de la première affaire comme ça, où elle était noyée dans toute celle que vous avez commencé à faire? Il n'y a pas un truc où vous vous êtes dit, tiens, une belle équipe, les premiers. Je pense à Tête d'Ampoule, je sais pas, les gars de Saint-Etienne, tout ça là, les frères, je ne sais plus comment ils s'appelaient. Enfin bon, on va peut-être pas mettre leur nom, mais tu vois. C'est sûr que les affaires qui nous ont marqué le plus, c'est des grosses affaires d'importation par camion. On en a fait 4 ou 5. Je me rappelle qu'on en a fait une. D'ailleurs, lorsqu'on l'a faite, la presse locale avait titré « Vaux-en-Velin à leur hache ». On avait fait 1 tonne de résine de cannabis sur un camion. On avait eu un renseignement sur un individu qui avait aucun antécédent judiciaire et qui avait monté une société d'import-export de matériel agricole, donc avec un spermorque, et il partait au Maroc avec du matériel agricole. Ils revenaient ou à vide ou chargé, mais ils avaient un faux plancher dans le spermorque et ils apportaient des quantités de 1 tonne et demie à chaque fois. Donc on a le renseignement, et donc le véhicule, le camion est parti au Maroc, et comme on pensait qu'il allait rentrer par Cadix, j'avais envoyé d'initiative des fonctionnaires de Lyon à Cadix, en Espagne, pour repérer les camions qui arrivaient du bateau. Sauf que la police espagnole est bien faite et mes fonctionnaires se font lever sur le port de Cadix. On dirait des mecs bizarres. Il y a la Guardia Civile qui nous a contrôlés. Ils se demandent ce qu'on fait là. Donc, j'avais prévenu personne, ni l'office, ni personne. Donc, je me suis fait prendre une petite remontée de bretelles. Donc, j'ai fait remonter les fonctionnaires. Ils se sont mis au péage de Galargues. Et fort heureusement, le dispositif en place a réussi à avoir le retour du camion.
Donc c'est un camion qui était chargé de fret, qui nous a amenés jusqu'à Paris, jusqu'à Lille. Ils ont déchargé un fret normal. Et ils reviennent à Lyon. Et on s'est posé la question de savoir s'il était chargé. Parce qu'on ignorait à l'époque qu'ils avaient un faux plancher. Et au niveau de la filature, on les voit arriver à un moment donné dans un entrepôt. On les laisse 1h30, 2 heures dans l'entrepôt. On entend qu'ils sont en train de scier manifestement de la ferraille. Et au bout d'1h30, on intervient. Et les mecs, il y avait 1 tonne de résine de cannabis dans le camion. Et on remonte 5 ou 6 voyages. Une autre affaire avec là, une grosse équipe lyonnaise, avec des gens très connus, qui, pareil, avait créé une société d'import-export qui exportait au Maroc des produits agricoles et qui revenait à vide, sauf que les roues de camion étaient pleines de résine de cannabis, de semelles. Et ça, on s'en est rendu compte quand le camion est arrivé à Marseille. On l'a vu monter à la Joliette à 30 km/h. On ne comprenait pas pourquoi il était aussi peu rapide. Et dans le même trait de temps, on avait les trafiquants lyonnais qui étaient sous surveillance par une de mes équipes, et on les voit descendre avec des grosses roues de camion dans un gros van. Donc on avait compris qu'ils allaient faire un transfert de roues de camion. Et qu'ils allaient changer. Ils font ça à la Juliette le matin. Donc on intervient, ils sont en train de changer les roues, on intervient, on les prend tous. Donc il y avait des Lyonnais, dont 2 frères qui étaient très connus, et un mec de Vaux-en-Velin très très connu, et avec des gens de Montpellier. Un vrai réseau. Et là, on fait 800 kilos. 800 kilos dans les roues de camion. Les roues de camion étaient farcies. Oui, le pneu, tu veux dire. Il n'y avait pas de chambre à air. Enfin, le truc était farci de semelles de résine de cannabis. Il y avait 800 kilos. Et on n'avait pas imaginé l'importance de ce réseau. Et c'est Marseille qui a repris, puisque l'interpellation a été faite à Marseille, on a remis les fonctionnaires au STUF de Marseille, qui 6 mois après ont fait la 2e partie du réseau dans les mêmes conditions. Et on avait des gens qui avaient investi un argent pas possible dans les plages au Costa Rica. On a fait un super réseau à partir d'un renseignement sur un chauffeur routier. C'est des affaires pour nous intéressantes. On a fait le voilier. Le voilier. C'était celui qui est mort, Maminou, non? Non, c'était un mec qui s'appelait Dédé Alix, qui était un voyou très connu du milieu lyonnais, suspecté de règlement de compte. Et un jour, on a un renseignement sur le propriétaire d'un bateau qui avait été sollicité par une équipe lyonnaise pour faire des voyages en bateau de France au Maroc. Il avait un gros non pas voilier, mais bateau à moteur. Donc on place le bateau à moteur sur surveillance, on identifie une partie de l'équipe, ils partent au Maroc, ils reviennent, on n'est pas prévenu parce que le téléphone portable passe pas, on ne sait pas, donc on passe à travers, il y a 800 kilos qui nous passent sous les yeux. Avec ces 800 kilos, les mecs achètent un voilier. On voit les mecs sortir le voilier à un moment donné à Collonges-au-Mont-d'Or et on les voit pratiquer des trous dans la coque, ils sont en train de préparer une planque. Et on va partir le voilier avec les 2 skippers. Un skipper avait le téléphone portable, celui qu'on avait placé sous surveillance, et ils partent au Maroc. Donc ils chargent au large du Maroc, 1 tonne. Les 2 skippers s'engueulent. Le mec qui a le téléphone portable, il s'arrache, il rentre par avion. Donc on n'a pas le top arrivé en France, on le rate. Et donc le réseau, avec l'organisateur qui attendait à Port-Saint-Louis-du-Rhône, on n'arrive pas à le prendre en surveillance et on rate l'affaire. On rate 1 tonne 8 en 2 opérations, et on est au mois de septembre. Et on sait que les bateaux, en tout cas ceux qui sont chargés de produits stupéfiants, entre le mois de septembre et le mois de mai, ils ne passent plus la Méditerranée parce qu'il y a beaucoup moins de trafic maritime et qu'ils sont vite repérés. Donc on met le dossier dans un dicase jusqu'au mois de mai. Et au mois de mai, on reprend les mecs qu'on avait abandonnés complètement, qu'on avait lâchés pendant 6 mois, et on les reprend. Et là, on a non plus un voilier, mais un catamaran qui fait l'opération. Sauf que le catamaran, là, on arrive à le surveiller, à le voir partir au Maroc, et on le voit revenir au Maroc. On voit le déchargement. Donc il y avait 1 tonne, un peu plus d'1 tonne 2. Et on voit les mecs qui repartent, les Lyonnais qui repartent avec, il y avait 3 Xantia. À l'époque, oui, c'était parce qu'elles avaient la suspension. L'amortissement pneumatique. Et on les voit donc monter sur Lyon, et on arrive à localiser un entrepôt à Saint-Saphir-Bezon. Donc on ne peut pas les interpeller à ce moment-là parce que on ne connaît pas les lieux de manière suffisante, mais on a localisé l'entrepôt, on a identifié tous les individus, et donc on laisse partir tout le monde, et 2 jours après, on a mis une surveillance permanente de l'entrepôt, et une partie du réseau qui arrive, on les pète, il y avait 1 tonne dans le réseau. Ça, c'était du super travail sur des réseaux constitués qui opéraient depuis des années. Et si vous n'avez pas le renseignement, un petit renseignement ponctuel, d'un nom, ça suffit. Vous passez à travers. Ça passe sous le radar pendant des années. Dans tes grosses équipes des années 80, là,
t'as des noms qui t'ont marqué plus que d'autres, des figures vraiment où qui étaient les plus beaux mecs, ou en tout cas ceux qui, à la BRI, avaient les noms qui chantaient le plus fort. Ouais. Une affaire incroyable, c'est l'affaire des ripoux de Lyon, qui étaient vraiment des ripoux. C'était une équipe qui avait opéré pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, c'est une équipe qui faisait échec à tous les dispositifs policiers, toutes les enquêtes policières. On ne savait pas pourquoi. On a compris après. Et c'était une combinaison entre des policiers en activité et des voyous de droit commun. Ils avaient formé une équipe qui sévissait dans toute la région Rhône-Alpes, de manière des fois extrêmement violente, puisqu'ils avaient même fait un braquage de fourgon blindé à Firminy, où ils avaient fait coucher par terre les 2 convoyeurs neutralisés. Ils leur avaient mis une balle dans la tête à chacun. Donc une équipe assez sérieuse quand même. Ils avaient fait un braquage de PMU un 31 décembre à Genasse, où ils avaient tué un particulier qui était avec son fils en train de jouer. Donc une grosse équipe. Et on n'avait pas grand-chose sur ces gens-là. Il y avait 120 braquages. 120 braquages, ça commençait à avoir une pression pas possible. Et on s'était rendu compte que tous les véhicules qui avaient opéré supportaient des plaques d'immatriculation qui étaient des fausses plaques d'immatriculation. Et ces plaques d'immatriculation, elles avaient un défaut. On emboutit une plaque avec une presse. La presse a des défauts d'impression, au même titre qu'une empreinte digitale. Et donc, on avait sélectionné tous les chiffres et les lettres qui présentaient les défauts les plus caractéristiques. On s'était constitué une plaque virtuelle. Et tous les services, donc il y avait la police judiciaire, la sécurité publique, la gendarmerie, ont fait tous les vendeurs de plaques d'immatriculation sur toute la région. Qui avait la fameuse presse C'était énorme. Comme travail, un travail de fourmi. Et donc on s'était répartis les secteurs géographiques, la gendarmerie à l'extérieur, nous aussi, la sécurité publique de Lyon à l'intérieur de la ville. C'est énorme le nombre il y avait des types capables de frapper une plaque. Qui avaient des matrices pour confectionner des plaques. Et encore, si ça avait été une matrice volée, jamais on n'aurait pu le détecter. Et un jour, il y a un fonctionnaire de la sûreté qui a identifié un établissement sur Villeurbanne qui présente les mêmes caractéristiques, les mêmes défauts d'impression que la matrice qui sert à fabriquer les plaques des braquages. Et donc, dans l'équipe qui travaillait dans cet établissement, on cible une personne qui avait plus de 50 ans, qui avait un passé judiciaire assez lourd, et on le met sous surveillance. Et ce mec habitait Dessines, et très vite, on le voit en contact avec un deuxième individu qu'on ne connaissait pas, mais qui était un voyou connu, qui avait une tête caractéristique, on l'appelait tête de chien. Et cette tête caractéristique ressemblait trait pour trait au portrait robot qui avait été établi sur le braquage de Firminy, où les 2 convoyeurs de fonds ont été abattus. Donc là, on a senti qu'on était vraiment sur la bonne équipe. On a placé une surveillance constante, toute mon unité, puisque c'était la BRI qui avait été chargée de l'opérationnel. On était suivi par tous les magistrats, les gendarmes. On avait une pression pas possible au niveau du terrain. Et très rapidement, on s'est rendu compte que ces 2 malfaiteurs de droit commun étaient en contact avec un policier en activité, gardien de la paix. Et ce gardien de la paix, on l'a pris en surveillance. Et on s'est rendu compte qu'il formait avec des inspecteurs du commissariat du 3e arrondissement une équipe structurée. Et donc on prenait nos surveillances souvent le soir au commissariat du 3e et on filochait les policiers comme si c'était une équipe de malfaiteurs. Ouais. C'était une équipe de malfaiteurs en fait. Des collègues. Et ça a duré des semaines, voire des mois. Et donc on identifie 5 ou 6 fonctionnaires. Des fonctionnaires qui en plus, certains avaient des appointances à l'hôtel de police où le matin, autour du café, on était tous en train de boire un café, raconter nos exploits de la veille et tout. On a eu beaucoup de chance que c'est pas fuité dans le travail. Bien. Et je passe sur tous les événements qui ont marqué cette enquête. Mais un jour, donc, les malfaiteurs de droit commun se séparent des policiers pour des raisons qui nous échappent. Et on voit l'équipe chevaucher de manière tout à fait distincte. Et on prend les malfaiteurs de droit commun un samedi. Ils vont nous faire un braquage dans un supermarché à Saint-Marcelin, dans l'Isère. Là, en faisant leur braquage, ils tirent sur le vigile qui prend une balle qui lui traverse la bouche et il s'arrache. Donc nous, on les réceptionne à Dessines et on les interpelle pas. Alors qu'on aurait pu, ils avaient la voiture, ils avaient les armes, ils avaient tout. Et donc on localise le box où ils mettent ils planquent leur truc. Et on les met sous surveillance du samedi de manière permanente jusqu'au lundi. Pourquoi jusqu'au lundi? Parce que les policiers qu'on a mis sur écoute, on savait que le lundi matin, ils avaient un projet, une partie de foot où ils avaient dû nettoyer les crampons. On avait compris dans leur code pour préparer l'opération. Et donc le dimanche dans la nuit, je me rappelle très bien, je prends une partie du dispositif et on va sur les policiers. Donc les policiers, on les voit le matin, ils se réunissent dans une salle de sport. Ils sont 3. On les suit toute la matinée. À partir de midi, ils s'arrêtent vers le commissariat du 3e. On va arriver un 4e policier que je connaissais personnellement, puisque je joue au football avec lui dans l'équipe de Lyon.
Et donc, on les filoche et on les voit s'arrêter chez un fleuriste, dans le centre de Lyon. Et on les voit acheter un bouquet de fleurs. Et on les voit partir dans le 6e arrondissement de Lyon et les voir rentrer dans une résidence assez huppée, à 4, avec le bouquet de fleurs. Et au bout de 10 minutes, on les voit ressortir à 3, avec un autre individu manifestement sous la contrainte. Le 4e policier était resté avec la femme qui leur avait ouvert la porte, pensant avoir affaire à un fleuriste. Et donc, on filoche, donc on laisse un petit dispositif, bien sûr, sur le domicile de la prise d'otage, et on filoche les policiers, ils nous amènent sur Gerland, sur une banque, à la Société Générale, place des Pavillons. Et là, on les voit rentrer avec le directeur, donc ils rentrent à midi, 2 rentrent avec le directeur, le 3e policier, il reste à l'extérieur avec le portable de la police pour écouter toutes les conversations sur la fréquence police, au cas où quelqu'un annonce quelque chose d'anormal dans la banque. Et donc, c'était très facile pour eux, ils avaient toutes les informations en direct. Ils avaient connaissance de tous les dispositifs qui avaient été mis en place sur les PMU, sur les... Voilà. Donc, à chaque fois... Et ils savaient à peu près où il fallait aller taper et éviter. Infiltrés par des policiers. Et donc, ils font le braquage, ça dure une demi-heure, ils font les coffres, ils font un braquage traditionnel. Et au bout d'une demi-heure, ils ressortent tous les deux. Donc, le banquier, il est saucissonné sur sa chaise. Et on les voit rentrer, on les voit les 3 se réunir et hop, rentrer dans un immeuble où on savait que l'un des policiers connaissait quelqu'un d'une profession paramédicale qui avait un bureau qu'il leur avait laissé. Donc, ils rentrent dans le bureau, on se met devant l'appartement et on attend 3 heures. Le temps qu'ils fassent le décompte. On est 3 heures, donc on attend et on va voir déjà dans les étages inférieurs la composition et la structure de l'appartement pour lorsqu'on interviendra. Qu'on aille directement dans les pièces. Et là, dans le bout de 3 heures, ils ouvrent la porte et là, on pénètre et donc je me rappelle très bien, le premier policier, on le pousse donc, sur une baie vitrée qui percute. Le mec dit, mais je suis policier et tout. Et donc, on interpelle ces gens-là. On interpelle le policier qui était à l'appartement, qui était rentré au commissariat et qui ensuite avait entendu qu'il se passait quelque chose du côté de Gerland, qui avait compris. Ouais. Et en tout, on arrête 7 policiers. 7 policiers. 7 ouais. Qui avaient fait des braquages, et des braquages lourds, la séquestration et tout. Et donc, les policiers, les voyous de droit commun, là, donc on les arrête sur le même trait de temps, et on passe à la cour d'assises. Tout ça pour dire que vous aviez 7 policiers, vous avez 5-6 malfaiteurs de droit commun, vous avez une douzaine de policiers, enfin une douzaine d'accusés avec les avocats. La cour d'assises de Lyon avait été, à cette époque, comme pour l'affaire de Klaus Barbie. Donc toute la salle des pas perdus a été transformée en tribunal, et donc on est passé pour déposer devant une multitude de personnes. Il y avait des avocats de la partie civile. Ils ont pris perpétuité. J'allais te le dire comment ils ont... Ouais. 2 ont pris perpétuité, les 2 qu'on a identifiés comme étant les tireurs assassins des convoyeurs de fonds, et les autres des peines de 11 ans à 30 ans. On a vraiment affaire à des policiers ripoux, soyons clairs. Alors quand, à une certaine époque, on m'a affublé de cette caractéristique, ça m'a fait un peu mal. Ouais, j'imagine. Alors, des années lyonnaises, là, la première partie, on va dire, de ces 21 ans d'Antigang, ça nous amène quoi, 2003 ? Je suis parti de l'Antigang de Lyon en 2004. Oui, bon, voilà, 2004. Parce que je suis resté 21 ans. Je serais resté encore beaucoup plus, puisque c'était vraiment ce pourquoi j'étais rentré dans la police. Sauf que pour un commissaire de police, rester 21 ans dans un poste, c'était... oui, c'est déjà probable. C'était rédhibitoire. Et donc, il y a eu la réforme de la mobilité des commissaires de police. Tous les 4 ans, on devait partir, avec 2 ans de possible en plus, donc 6 ans. Donc, toutes les directions ont dit... à la PJ, il y a quelqu'un qui est resté 21 ans, il faut... Ouais, lui, il faut qu'il parte. Donc le directeur central voulait me garder, parce que bon, on avait quand même des résultats, beaucoup de résultats. Ça marchait bien. Ça marchait très bien, on avait des sources de renseignements, on connaissait le milieu, on faisait peur au milieu, parce qu'on avait beaucoup d'informations. On était un instrument de guerre qui faisait peur au milieu. Donc je suis parti. Et je suis parti, le directeur m'a dit, tu veux partir où? Je dis, écoute, mets-moi à Nice. C'est une antenne, encore relativement agissante. Opérationnel, il y a une centaine de fonctionnaires, mais il y a de l'opérationnel à Nice. Donc je suis parti à Nice de 2004 à 2007. Et c'était quoi la clientèle, les affaires Braca, mais, déjà j'étais directeur, chef d'antenne, donc j'avais plus le même métier que chef de Berry. Ouais. Chef de Berry, j'étais un opérationnel, j'étais t'étais sur le terrain, un chef de bande tous les jours sur le terrain. Là, je faisais plus du tout de terrain, je faisais beaucoup de réunions, préfecture. De gestion, de RP. De gestion de dossiers. Donc, l'opérationnel m'intéressait beaucoup, mais je ne pouvais plus aller sur le terrain. À Nice, tu avais quoi, encore un peu de banditisme traditionnel à Nice, quand même. Beaucoup d'homicides.
parce que il y avait beaucoup d'affaires d'homicide qui étaient sensibles, très sensibles. C'est-à-dire de flingage entre voyous. Flingage, puis braquage. On avait fait des affaires de braquage, de séquestration, d'enlèvement avec demande de rançon. Non, c'était très varié, c'était super intéressant. J'avais une équipe de fonctionnaires qui était très performants, très compétents. J'ai vraiment adoré ces 4 années à Nice. Mais j'étais chef d'antenne, donc j'étais plus dans le même métier, dans le même répertoire d'activités, et ça me pesait un peu. Mais je voulais rentrer à Lyon. Et donc je suis rentré directeur adjoint, parce que Martine Monteil, qui était la directrice centrale de la police judiciaire en France, voilà. voulait me récupérer à la PJ. J'avais postulé pour revenir à Lyon à la Sûreté, parce que je voulais vraiment revenir à Lyon, parce que c'était ma ville, et puis j'avais toute ma famille qui était à Lyon. Et donc, lorsque j'avais postulé à la Sûreté, la directrice centrale de la PJ, Martine Monteil, n'était pas au courant. Elle avait fait en sorte que je retire ma candidature. Elle m'avait promis de me faire venir dans les mois suivants à la PJ. Ce qui a été fait, donc je suis revenu directeur adjoint de 2007 à 2011. Alors, directeur adjoint de la compétence... Le directeur adjoint, donc, c'est toute la région Rhône-Alpes, Auvergne. Alors, moi, je suis resté 21 ans à la Berry, donc je connaissais le service par cœur, je connaissais le banditisme par cœur, je connaissais tous les fonctionnaires par leur prénom. Et puis moi, j'avais une méthode de travail où j'étais très souvent dans les bureaux des fonctionnaires pour discuter du détail des affaires. Donc, j'étais vraiment encore dans l'opérationnel. Mais j'étais directeur adjoint, donc j'avais une fonction de représentation beaucoup plus importante. Mais j'ai gardé les contacts qui étaient les miens, notamment avec le milieu, parce que ces gens avec qui j'avais encore des contacts téléphoniques quand j'étais à Nice ne voulaient traiter qu'avec moi. On m'a beaucoup reproché à l'époque, en tant que directeur adjoint, d'entretenir toujours des contacts avec des informateurs, ce qui n'était pas théoriquement dans la fonction dans tes attributions. Oui. Mais lorsque vous connaissez la notion et la nature des relations que vous avez avec un informateur, l'informateur, c'est pas une marchandise. Vous n'allez pas lui dire demain tu seras traité par Pierre, Paul ou Jacques. Oui, par Robert et Lionel. Voilà, il vous connaît, il veut traiter avec vous, sinon il traite avec personne. Tu l'as dit, oui, c'est sur des années. Donc, plutôt que de perdre le renseignement, j'ai continué à entretenir ces relations. Donc j'avais une relation de proximité avec pas mal de personnes liées à la criminalité et à la délinquance organisée. On va arriver au sujet... Qui fâche. Ouais, le sujet qui fâche. Donc tu entretiens des relations avec tes informateurs, tes enquêteurs, tout en supervisant une immense zone de PJ pour vulgariser. Et un jour, donc, une des personnes avec qui je suis en relation, qui connaît parfaitement tout le milieu lyonnais, me met en relation avec son cousin, qui est un malfaiteur de la communauté juive, Stéphane. Et cette personne, je la rencontre en 2011. C'est quelqu'un qui était impliqué dans la taxe carbone, dans l'infraction à la taxe carbone. Sauf qu'en 2011, cette infraction d'escroquerie à la taxe carbone n'existe plus. L'escroquerie à la taxe carbone, c'est des malfaiteurs qui avaient créé des sociétés fictives et qui faisaient des ventes ou d'achats de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, qui les revendaient à l'étranger et qui détournaient la TVA. Ne reversaient pas la TVA à l'État. Et donc, ça représentait des sommes considérables. Globalement, on a dit 1,8 million en quelques mois. 1,8 milliard en quelques mois. Des sommes considérables parce que les opérations, c'est des opérations très importantes. Et donc, en 2009, l'État, qui avait été pourtant prévenu bien avant assez laxiste, des fraudes massives à la TVA au niveau des achats de quotas, a exonéré toutes ces opérations de vente et d'achat de quotas carbone de TVA. Donc, à partir de 2009, l'escroquerie à la TVA n'existe plus. Je rencontre cette personne en 2011. Donc, autant dire que j'ai rien à voir avec les escroqueries à la taxe carbone, comme on a prêté cette intention pendant toute la relation médiatique de l'époque. Donc, je rencontre Stéphane Azra, c'est vrai qu'il était impliqué, et c'est vrai que les escroqueries à la taxe carbone ont généré tellement d'argent que les malfaiteurs de droit commun se sont intéressés de très près à cette manne financière. Et au garçon qui l'a manipulé. Donc Stéphane Azra était quelqu'un qui connaissait énormément de malfaiteurs parisiens, peu de Lyonnais, beaucoup Niçois, Marseillais et Canois. Il les connaissait. Et donc j'ai entretenu une relation avec lui. C'est pas quelqu'un qui naît informateur, mais c'est quelqu'un qui est susceptible d'avoir des soucis judiciaires ou des problèmes
avec ces malfaiteurs qu'il fréquente. Et je me suis dit, je vais garder sa confiance, parce que si demain, il a des confidences à faire sur tel ou tel voyou, c'est à moi qu'il la fera. Donc, c'était ma démarche, recrutement d'un informateur potentiel. C'est ma démarche. C'est ce que j'expliquais au tribunal. Lorsque vous entretenez une relation avec un informateur, c'est une sorte d'investissement. Donc, vous protégez votre investissement, donc vous faites en sorte qu'il ne fréquente pas des gens qui sont susceptibles de lui amener la police. Donc, à ce titre-là, j'avais identifié un peu toutes ces relations, j'avais regardé au terminal, au fichier, ce qu'ils représentaient, parce que je ne les connaissais pas tous, et donc je leur fournissais quelques indications, lorsque ces indications n'étaient pas susceptibles de compromettre une enquête en cours. Jamais je ne serais intervenu pour contrarier une enquête d'un service quelconque. On n'aura jamais pu me refaire ce reproche-là. C'était souvent des gens qui étaient en cavale, souvent en Israël. Ils savaient très bien l'objet de leur condamnation, donc je ne leur donnais pas des informations sensibles, confidentielles. Mais donc, je leur fournissais ces renseignements, j'établissais un lien de confiance avec ces gens-là. Et comme je l'ai toujours dit, moi, mes meilleurs informateurs, et j'en parlais la dernière fois, lorsque j'ai mon meilleur informateur, je l'ai recruté en allant voir un juge d'instruction, et en lui expliquant la situation, et en lui disant, ça serait bien que ce monsieur sorte rapidement. Le juge d'instruction me fait confiance et fait ressortir de prison la personne avec qui je vais entretenir des relations professionnelles assidues. Et si le juge d'instruction m'avait demandé au bout de 6 mois, monsieur Néret, qu'est-ce que ça a donné cette relation? J'avais aucun résultat à lui faire valoir. Et il m'aurait dit, et il aurait pu me soupçonner de l'avoir manipulé. Oui, en se disant, vous allez faire sortir votre pote. Seulement, s'il m'avait posé la même question au bout de 10 ans, j'avais un dossier avec une dizaine d'affaires de grand banditisme que la personne m'avait permis de faire. Donc, c'est un investissement à moyen ou long terme. Mais il faut façonner une confiance, et la confiance, elle n'est pas immédiate, elle n'est pas automatique. Oui, ça va pas se faire. Et donc, j'ai eu ces relations avec Stéphane Azra pendant 6 mois, avec la perspective de ce que je vous ai dit. Et lorsque j'étais donc arrêté, parce que j'entretenais ces relations, parce que on a considéré que je lui avais fourni des renseignements, parce que d'un autre côté, il m'avait permis de rouler une Ferrari, j'étais parti avec son cousin au Maroc pour rencontrer des voyous, on a considéré qu'il y avait un pacte de corruption qui était né entre cette personne-là et moi. Revenir au début de l'affaire. Donc, tu entretiens des relations avec ce monsieur. Comment on en arrive à toi, en tout cas, policièrement et judiciairement? Enfin, comment tu te retrouves dans cette bouillabaisse, pour le coup, lyonnaise? Mon nom apparaît dans une écoute qui est mise en place par la brigade des stupes de Paris, dans une affaire qui était l'affaire de la princesse arabe saoudienne, qui avait été interpellée dans son appartement avec 110 kilos de cocaïne. À Neuilly. Ouais. À Neuilly. Et il y a une personne qui est impliquée, qui prend la fuite, qui part en cavale, et qui se met en Amérique du Sud. Et cette personne en cavale, d'Asheville, prend contact avec une personne avec qui je suis en relation très étroite, et il prend contact avec lui en disant écoute, est-ce que je peux monnayer, je voudrais savoir si déjà je suis impliqué, est-ce que je peux monnayer ma situation judiciaire, parce que j'ai des renseignements importants sur toute la structure autour de la taxe carbone, avec des homicides, des règlements de compte un peu partout. Et donc, il prend contact avec mon ami pour voir si je peux prendre, moi, contact avec le juge d'instruction pour savoir ce qu'il en est. Et ce que je ne sais pas, c'est que mon ami lui dit, ouais, si je fais ça, ça sera, voilà. Donc, ça vaudra tant, quoi. Ça, je l'ignore totalement, je le découvre quand je suis arrêté. Oui, lui, il monnaie auprès d'Asheville. Voilà. Le policier de la brigade des stupes considère que, tiens, il y a peut-être un pacte de corruption qui est en train de s'établir, il y a mon nom qui est cité, l'affaire est bonne, et ils mettent tous les gros moyens sur moi. Et donc, un gros bonnet de la PJ impliqué dans un énorme truc. Et donc, ils mettent les moyens même pas physiques, uniquement techniques. Ils mettent mon téléphone portable sur écoute, point. Ça se résume à ça, l'affaire. Et donc, c'est 6 mois d'écoute téléphonique qui vont ensuite m'être reprochés. Donc, sachant que lorsque je connais pas d'Asheville, donc lorsque je me renseigne auprès de mon collègue de l'office, le collègue me dit non, c'est le financier de l'opération, il est carbonisé. Donc j'appelle mon ami et je lui dis écoute, il n'y a rien à faire, il est cramé, donc et il ne pourra rien négocier de toute façon. Contact, point barre. Et j'appelle même pas le juge, rien du tout. Alors que le juge, c'est celui qui va me mettre en examen. Et c'est ce que je lui dis, monsieur le juge, est-ce que je suis intervenu auprès de vous pour solliciter le moindre? Pas du tout. Sauf que après, les conversations
que j'avais, notamment avec des informateurs, avec les personnes en question, étaient des conversations plus ou moins incriminantes, des passages fichiers, voilà. Et donc, je me suis retrouvé interpellé en septembre 2011, sachant aussi que je suis sur écoute de mars à septembre 2011. Et au mois de juin, j'ai une personne qui me contacte et qui me dit « Michel, ton téléphone est sur écoute ». Je dis « Oui, monsieur le juge, si j'avais été vraiment le policier ripou que vous êtes en train de décrire, j'étais directeur adjoint, j'avais des relations directes avec l'opérateur téléphonique, j'aurais pris mon téléphone, j'aurais donné un numéro sans préciser que c'était le mien, pour savoir s'il faisait l'objet d'une surveillance téléphonique, et j'aurais su à l'instant même que j'étais placé sous surveillance. Je ne l'ai pas fait. C'est bien que dans mon esprit, jamais j'aurais considéré que mes démarches professionnelles auraient pu être interprétées à un moment donné comme une sorte de pacte de corruption ou de trafic d'influence. Jamais. J'ai toujours travaillé de cette manière-là, j'ai toujours protégé des informateurs. On a fait des choses, peut-être que moralement, on est amené à faire des choses qu'on s'était interdit de faire, mais il y a un dilemme moral qui s'opère entre l'efficacité, la rigueur, la légalité. C'est un dilemme. Et le policier, il est pris dans ce dilemme. Oui, il y a l'humanité d'un côté, il y a la rigueur de l'autre, il y a l'intérêt professionnel, il y a le ratio intérêt-risque. C'est tout un tas de... Et moi, j'avais pris véritablement le pli de donner le plus de chance à l'efficacité du service. Pour moi, c'était obtenir du renseignement pour faire des affaires. Voilà. Oui, ce qu'on a considéré étant comme de la ripouserie. Le pacte de corruption, c'est que... plutôt qu'en gros, tu avais gardé des méthodes à l'ancienne. Ils m'avaient prêté une Ferrari, j'avais été une fois au Maroc, j'avais eu la maladresse, même pas la maladresse, je ne voulais pas récupérer une montre. Il y avait eu des démarches qui avaient été faites pour solliciter l'ouverture future de compte en banque. Il n'y a jamais eu de compte en banque en Suisse. C'était des démarches qui avaient été faites auprès d'un courtier pour à l'avenir. Mais bon, tout ça a dressé un tableau du flic corrompu, du flic même que les policiers avaient présenté auprès du juge d'instruction comme étant un cocaïnomane notoire. T'as mis la totale. Oui, c'était la totale. Ouais. Et à telle enseigne que cocaïnomane notoire, quand j'avais entendu cette accusation, je dis, attendez, déjà on va faire un test toxicologique. Ouais. Mais les policiers avaient la rumeur selon laquelle je me faisais des lignes de coke au bar d'un établissement de nuit que je fréquentais de manière régulière parce que c'était mes amis golfeurs qui l'avaient monté, donc j'allais les voir. Ma présence faisait en sorte que les voyous venaient jamais dans cet établissement, donc ça leur assurait une certaine tranquillité, c'est vrai. Mais bon, de là à faire des lignes de coke, moi j'ai jamais fumé de ma vie, donc j'ai jamais fumé un pétard et j'ai jamais respiré une poussière de cocaïne. Et donc le juge était convaincu que j'étais cocaïnomane, et donc il fait faire une expertise toxicologique avec les cheveux. J'avais les cheveux longs, donc plus le cheveu est long, plus la période est discriminante. Donc la conclusion de l'expertise, c'est pendant 18 mois, M. Néret n'a consommé aucun produit stupéfiant. J'avais là la preuve scientifique que la rumeur qui m'accablait était infondée. Voilà. Mais ça, c'est toujours difficile de rapporter la preuve de quelque chose que vous ne faites pas. Vous faites quelque chose, il y a un acte positif, vous le faites, vous pouvez le prouver. Quelque chose que vous ne faites pas, c'est très compliqué. Et là, si je n'avais pas une expertise toxicologique, on aurait pu croire que les rumeurs qui circulaient sur mon sujet étaient fondées. Oui. Il y avait quoi ? Il y avait la rétribution aussi de quelques indices en produits, enfin méthode à l'ancienne ou... Méthode à l'ancienne, c'est méthode. Oui, elle n'est pas à l'ancienne. Non, mais parce que qu'on disait être à l'ancienne. Si vous voulez financer un informateur qui part au Maroc, il a besoin d'argent pour aller financer son voyage. C'est pas la prime d'informateur qui, après coup, on en revient à versé. Donc il faut lui trouver de l'argent. Et en plus, à cette époque, c'est vrai que j'ai tenu des conversations auprès des stupes, parce que j'avais une demande de mes fonctionnaires de mon ancienne unité sur un informateur qui avait investi 50 kilos de résine de cannabis dans une importation d'1,5 tonne. Il les avait investis, donc ils les avaient payés. Et donc lorsqu'on fait l'opération et lorsqu'on interpelle le réseau, qui était un réseau qui nous avait mis beaucoup de difficultés à neutraliser, on saisit 1,5 tonne. Donc dans la 1,5 tonne, il y avait les 50 kilos que l'informateur s'était en plus avait mis de sa poche. Ouais. Donc si on n'avait pas trouvé le moyen de le rétribuer de manière correcte ou suffisante, on perdait un informateur de qualité. Donc c'est vrai que j'avais appelé à ce moment-là les stupes en leur disant, le jour où vous faites détruire le produit stupéfiant, vous m'appelez, on essaye de mettre de côté quelque chose pour financer. Voilà. C'est vrai. On ne l'a pas fait.
Ça n'a pas été démontré, on ne l'a pas fait. Et on m'a reproché aussi ce genre de manipulation avec l'antenne de Grenoble. C'est pour ça que les 2 fonctionnaires de l'antenne de Grenoble ont été impliqués. C'était des projets, des intentions. Mais ça n'a pas été prouvé. Le juge n'a pas pu le prouver et ça le rendait assez agacé. Ouais, ça l'énervait. C'était agacé. Et donc, j'ai eu au niveau de l'instruction, au niveau de mes relations avec l'autorité judiciaire parisienne, des relations très compliquées. Très compliquées. Alors, je ne juge pas la sévérité de la justice, parce que quand j'étais commissaire de police, la sévérité de la justice, c'est quelque chose, un paramètre qu'on réclamait. Ce que je jugeais, c'est le différentiel de traitement. J'ai eu un traitement que même les voyous les plus importants que j'ai arrêtés n'ont jamais eu, quoi. Lorsque je suis allé en prison pendant 6 mois, Oui, alors. pendant 8 mois, j'avais aucun contact téléphonique, je ne pouvais pas joindre ma femme, je ne pouvais pas joindre ma fille. Pendant 1 an, je n'ai pas pu avoir de relations téléphoniques, épistolaires ou physiques avec ma femme pendant 1 an. Ma fille a réussi à venir me voir au bout de 4 mois. Lorsque je suis sorti de prison, au bout de 8 mois, le juge d'instruction m'a mis un contrôle judiciaire extrêmement lourd, extrêmement sévère. J'étais assigné à résidence à Toul, interdiction de sortir de la ville de Toul, obligation de restituer son permis de conduire, alors que le permis de conduire n'a jamais été un élément dans la constitution des infractions reprochées, quoi. J'ai mis 2 ans à le récupérer, le permis de conduire. Et petite anecdote pour montrer un peu le cynisme du magistrat, c'est qu'au bout de 2 ans, on fait une demande de restitution du permis de conduire. Et le magistrat répond, au bout d'1 mois, où effectivement, le permis de conduire est resté à la gendarmerie de Toul, là où j'avais été obligé de signer tous les jours mon contrôle judiciaire, tous les jours. Et donc, il n'y a aucune raison que le permis de conduire reste à la gendarmerie, donc j'autorise la restitution du permis de conduire à M. Néret. Sauf que M. Néret restera astreint à l'interdiction de conduire. Donc en disant, tiens, t'as le papier, mais tu peux l'encadrer dans ton salon. J'avais trouvé ça une marque de cynisme. C'était un peu dur. Donc, la détention, c'est 8 mois dans le quartier VIP. De la santé à Paris. De la santé à Paris, puisque le juge était parisien, donc j'étais forcément incarcéré à Paris pour faciliter les transferts avec le cabinet d'instruction. Et donc, on était dans le cabinet, dans le quartier VIP, une quinzaine de détenus, dont certains étaient connus de notre vue. Je me rappellerai toujours le premier jour où je rentre dans ce quartier. Déjà, je rentre à la prison, donc il y a la fouille traditionnelle. Je te le dire, alors pour le grand flic que tu étais, quand même, il y a un petit choc là. Oui, c'était en prison, parce que t'étais quoi? T'étais allé des faux parloirs voir des mecs ou... C'était un cataclysme. Oui, de temps en temps, je suis allé souvent en prison pour m'entretenir avec des détenus. Ou même pour déjeuner, invité par le directeur de la maison d'arrêt. Donc, quand il te délivre le mandat de dépôt, le juge, qui a cru, enfin, je veux dire... Ah ben, de toute façon, vu la manière dont avait été constitué le dossier, les éléments incriminants, je savais que j'allais partir en détention. Je le savais. Tu sors après la garde à vue, en gros. Ouais, je sais qu'après la garde à vue, c'est la détention. Ça, je ne me fais pas d'illusions. Je crains pour un certain nombre de fonctionnaires de chez moi qui ont été mis en garde à vue et qui n'ont fait finalement que suivre les conseils opérationnels que je leur donnais, qui n'ont pas été mis en examen. Certains ont été mis en examen, mais je suis le seul à avoir fait l'objet d'une mesure de détention. Et donc, je rentre à la maison d'arrêt et je rentre dans le quartier VIP. C'est le lundi 23h. Et le quartier VIP, donc, il est séparé de la détention. Et tous les noms des détenus sont au-dessus des portes de prison. Et le premier détenu que je vois, c'est Noriega. Je dis à mon surveillant, mais Noriega, c'est le chef d'État du Panama. Il me dit, ouais, c'est lui. Oui, le général Noriega, qui était le président du Panama. Du Panama, de 80 à 89, mis en place par la CIA, déboulonné par la CIA en 89, parce que c'était le banquier de Pablo Escobar, fortune évaluée à 4 milliards de dollars. Oui, et donc, il achetait des biens, notamment en France. C'est pour ça qu'il était incarcéré là. Voilà, parce qu'il venait de 22 ans de détention aux États-Unis, transféré en France. Il avait été condamné à 8 ans pour blanchiment, puisqu'il avait acheté des appartements à Paris avec l'argent de la drogue. Mais je ne le vois pas tout de suite. Et puis je vois tout un tas de noms, mais ça ne m'évoque rien. Et je reste 2 jours dans ma cellule, parce qu'il me faut 2 jours pour récupérer, et puis pour faire le point, pour réaliser, pour prendre du recul. Et au bout de 3 jours, je sors et je vais à la salle de sport. Et là, quand je rentre à la salle de sport, je vois 2 personnes. Sur les rameurs, Noriega, 78 ans, avec son béret rouge, la moitié du bras paralysé par un AVC, et qui était en train de faire du rameur. Et à côté de lui... Tronche d'ananas grêlé, on l'appelait, voilà, parce qu'il était grêlé. Le vicomte Amaury d'Harcourt, qui était impliqué dans l'affaire Buissonnet, l'assassinat de la pharmacienne à Montpellier, 86 ans. 86 ans.
en train de faire En du rameur. rameur. Moi, j'avais 56 ans. Je me suis dit, Michel, t'as pas le droit de te laisser. Non, mais franchement, Oui. ça a été important T'as de pas voir le ces droit de te gens-là. laisser aller Le mec, quand t'es 85 mec, ans, ouais. il était au rameur en train de. 85 ans, voilà. Donc, ça, c'est. Et puis après, donc, j'ai rencontré un tas de gens. Mais bon, qui, comme moi, avaient un parcours qui les prédisposait pas à la détention. Ouais. Donc, j'avais un chirurgien, j'avais un acteur de cinéma, j'avais. On peut les citer, hein. De toute façon, tout le monde a su qu'il y avait Sami Sami Nasseri. Nasseri, avec qui j'ai à entretenu l'époque. les meilleures relations. On s'est vraiment entendu comme larron au foire. Et on allait souvent dans les cours de promenade ensemble. Quand j'étais dans la cour de promenade, il fallait que je fasse attention aux détenus. Enfin, je fasse attention. Ils m'insultaient en permanence. La première nuit que j'ai passée, c'est la première nuit que j'avais prédit à M. Sarkozy. C'est que toute la nuit, les détenus hurlent votre nom, vous traitent de tous les noms, comme vous pouvez l'imaginer. Oui, Moi, parce j'étais qu'en le fait, policier, c'est détenu. Mais bon, j'étais... t'entends en fait les détenus de la Ah ben, de toute détention façon, normale. il y avait les chaînes d'infos continues, Michel Néret incarcéré à la santé. Donc Oui, les donc mecs, les mecs gueulent par la à fenêtre. partir en de disant, 10h, pendant toute la nuit, ils ont crié mon nom. Faut être clair. Qu'est-ce qu'ils te racontaient Ils me c'est racontaient quoi pas, ils Ouais, m'insultaient. non, mais je veux dire, c'était quoi les insultes Sale tous les flic, noms ripou, tous les enfin, noms voilà, d'oiseaux. Ouais. voilà, tout ça. Voilà. Exactement la même nuit qu'a dû passer le président de la République, c'est clair et net. Et donc, à chaque fois que je sortais dans la cour de promenade, à chaque fois, je me faisais insulter parce que la cour de promenade du quartier VIP, elle donne sur une façade de la maison d'arrêt. Et tu as tous les mecs qui sont là en train de guetter. Et puis bon, moi, je n'étais pas sensibilisé à ça, mais j'avais un journaliste de Paris Match qui était dans un des immeubles à l'extérieur de la maison d'arrêt, qui m'avait pris en photo et qui avait fait la une Michel Néret dans la cour de promenade. Ouais, la totale. C'était le photographe Rostand. Ah oui, d'accord. Et ensuite, j'avais eu deux VSD consacrés à moi dans la cour de promenade. Et là, j'étais inquiet parce que c'était des photos qui avaient été prises depuis la maison d'arrêt. Donc, c'était des détenus qui me voyaient, qui avaient pris avec leur téléphone portable, puisqu'ils en ont tous, des photos qui envoyées par MMS. Et donc, la revue, sans doute, et la revue m'avait fait de... Et je me rappelle très bien, un soir, avec Sami Nasseri, on est en train de marcher dans la cour de promenade, et donc on fait des allers-retours. Et à un moment donné, je vois qu'il y a une lumière d'une cellule qui est allumée, avec des mecs qui nous regardent. On fait un demi-tour, et je vois qu'en fait, il n'y a plus de lumière, mais il y a une sorte de gros carton avec un trou au milieu. Ouais. Ça sent la photo. Donc je dis à Sami, on va rentrer. Et puis quand on va rentrer, je vais voir le fichier. Je dis, écoutez, j'ai regardé telle cellule, tel étage. Je crois qu'ils m'ont pris en photo, et je crois que ça va encore partir dans un organe de presse. Et 2 heures après, la femme, parce que c'était une femme, elle est venue voir, elle me dit, monsieur Néret, vous avez raison, on a trouvé un téléphone portable. Il y avait 53 photos de vous avec... Avec Sami Nasseri. Ouais. Voilà, donc c'est quand même un endroit où il faut être sur ses gardes en permanence. Moi, j'étais vraiment un détenu particulièrement surveillé, ce qui fait que je ne pouvais participer à aucune activité de la maison d'arrêt. Et donc, j'étais vraiment cantonné au quartier VIP. Et quand j'allais, ne serait-ce qu'à la bibliothèque, à chaque fois que je sortais de la cellule, il fallait qu'il bloque les mouvements. Il fallait que je rencontre personne. Donc, je rencontrais personne. Donc, une maison d'arrêt comme la santé, c'est une usine. Donc, bloquer les mouvements pour me permettre d'accéder à tel ou tel endroit, c'était extrêmement lourd. Vous comprenez, Je n'avais pas de parloir parce que le juge ne m'en avait pas donné. Donc, je restais dans mon quartier et puis j'allais de moins en moins dans la cour de promenade. Donc, j'étais dans ma cellule. On est dans une cellule, on est 20 heures par jour. Il y a 4 heures où vous allez le matin à la salle de sport et l'après-midi dans la zone d'activité où vous faites une activité où vous jouez aux échecs, vous buvez le café avec vos co-détenus. C'était une expérience assez lourde, très lourde. Donc elle dure 8 mois. Elle dure 8 mois. Après, tu es relâché, contrôle judiciaire, et donc, arrive le fameux procès. Alors oui, mais je suis relâché en 2012, en mai 2012, et mon procès intervient en 2016. Entre 2012 et 2016, je suis convoqué 3 fois par le juge, 3 fois, 2012. Et à partir de 2013 jusqu'en 2016, silence. Plus rien. Silence radio. C'est comme si on avait été abandonné. De temps en temps, je recevais des conclusions d'expertise du juge. Mais on est abandonné. Plus de nouvelles. Et à chaque fois, j'attendais le réquisitoire du procureur et après l'ordonnance de renvoi du juge. Ça a demandé 3 ans. Je peux vous dire que 3 ans, c'est long. Quand vous ne savez pas ce que vous faites. En plus, j'avais un contrôle judiciaire extrêmement strict. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais rien faire. Rien faire. Et donc, intervient le procès en 2016. Évidemment, médiatiquement hyper relayé. Où là, j'ai pu m'exprimer. Vraiment. C'était compliqué. Ça a duré sur 4 semaines. J'avais convoqué un certain nombre de
de personnalités, du monde policier, du monde judiciaire. Du monde policier, c'était mes anciens directeurs centraux. Un préfet, qui était mon ancien directeur central et qui avait tenu à venir déposer en ma faveur. J'avais au niveau judiciaire 2 magistrats, un président de chambre d'instruction et un président de chambre à la Cour de cassation, qui était à l'époque où j'étais commissaire à la BRI chargé de la Cour d'assises de Lyon. Et pendant les 15 ans où j'avais exercé et où j'étais convoqué de manière assez régulière à la Cour d'assises comme directeur d'enquête pour rendre compte de mes investigations, il était l'avocat général, donc chargé du parquet, et il avait apprécié mon travail. Je ne le connaissais pas vraiment, précisément, ni intimement. Je n'avais jamais bu le café avec lui. Et ce monsieur, qui était passé à la Cour de cassation, président de chambre, donc poste sommital au niveau judiciaire, avait appelé mes avocats en disant « Si Michel Néret a besoin de moi, vous me faites citer ». Et on l'a fait citer. Il a été brillantissime. Je peux vous dire que une déposition comme un président de chambre de Cour de cassation qui vient se mouiller pour parler de ma carrière et du personnage de Michel Néret, même face à un président d'expérience, ça marque. Et donc, se passe le procès. Je suis tout seul à répondre parce que personne n'est là. Ils sont tous en cavale. Donc, c'est moi qui dois répondre de conversations souvent que j'ai pas tenues. Même entre ton contact et les même autres. Concernant, etc. donc c'était assez dur. La première semaine a été très dure. Et la deuxième semaine, bien meilleure, à partir du moment où donc, il y a beaucoup de personnes qui sont venues exposer le personnage que j'étais au niveau policier. Et donc, 4 semaines très périlleuses, parce que c'était ma vie qui était c'était compliqué quand même l'enjeu. Et donc, les 2 procureurs, femmes, extrêmement dures, agressives, qui font des réquisitions, donc qui réclament 30 mois de prison à mon encontre. 30 mois, ça voulait dire que, vu la peine que j'avais déjà effectuée, c'était une peine qui n'impliquait pas de retour à la case-prison, mais elles avaient elles-mêmes dit qu'elles ne voulaient pas mon retour à la case-prison. Donc elles avaient donné la peine des 30 mois. Aucune amende n'a été requise alors que j'étais poursuivi pour corruption. Et dans une affaire de corruption, c'est rare. Lorsque la corruption est avérée, qu'on ne réclame pas une amende financière, les procureurs n'en ont demandé aucune. Et donc, les magistrats m'ont condamné à 30 mois d'emprisonnement, aucune amende. Et quand je suis sorti, j'étais persuadé que la fin de mon parcours judiciaire... Mais ça y est, t'es arrivé au bout. Et qu'il n'y aurait pas d'appel, puisque j'avais dit, moi, quelle que soit la peine, je ne ferai pas appel. Oui, j'accepterai. J'avais ras-le-bol. Ça faisait depuis 2011, on était en 2016, 5 ans. Ouais, 5 ans dans le... je savais que j'allais avoir un bracelet électronique pendant 1 an, donc 2017, 6 ans pour cette affaire, ça m'avait pourri mon existence. Et le parquet a 10 jours pour faire appel, et il a attendu le 10e jour pour faire un appel. Alors, un appel irrationnel, pour moi irrationnel, parce que le parquet a obtenu la peine qu'il a réclamée. Oui, donc il n'y avait pas de raison d'en remettre une couche. Et donc là, je me suis posé la question, mais pourquoi pourquoi faire appel relancer alors qu'il n'y a machine, aucune raison, c'est irraisonnable, il n'y a pas de raison objective. Et j'ai jamais su pourquoi, parce qu'on cherche souvent à comprendre pourquoi. Mais sauf que cet appel me fait perdre 2 ans de ma vie, puisque de 2016, je passe en 2018. Et 2018, donc, rebelote, cour d'appel, un peu plus courte. Le procureur, enfin l'avocat général, le procureur, vient voir mes avocats en disant « Écoutez, je suis là, je ne sais pas pourquoi le parquet a fait appel. » Il le dit, très clairement. Mais bon, je suis là, je vais faire mon boulot. Et donc, il a été extrêmement agressif, comme les procureurs en première instance. Il réclame la même peine. Sauf que pour donner bonne figure à l'appel, qui n'avait pas de justification, à mes yeux, juridique en tous les cas, il demande une amende. Il demande 40 000 € d'amende. Et là, le président de la cour d'appel, c'est le président Paute, Dominique Paute. Et à l'époque, comme j'avais sorti un livre chez Plomb, j'avais entretenu des relations assez proches avec Jérôme Kerviel. Et Jérôme Kerviel m'appelle. Kerviel, c'était donc le trader de la Société Générale. Et Jérôme Kerviel m'appelle, il me dit « Michel, ton président de cour d'appel, c'est Dominique Paute ?» Je dis « Ouais, c'est Dominique Paute. » Il me dit « Écoute, c'est celui qui m'a condamné à 4 900 000 € d'amende. » Je dis « Merci de me prévenir. » Donc, en même temps, 40 000 € à côté. Ouais. Ça pouvait te faire descendre le... Ouais, mais bon, je me suis dit, là... Oui, je vais me faire allumer. Voilà, je vais me faire allumer, parce que c'était un président qui n'était pas connu pour être particulièrement sympa, bienveillant et clément. Quoi. Et en fait,
lorsque je reviens donc, pour le jugement, je suis condamné à 30 mois, et j'ai aucune amende. Donc, c'est le seul intérêt que je vois à la Cour d'appel, c'est que dans une affaire de corruption, les magistrats professionnels qui connaissaient parfaitement le dossier, tous les détails du dossier, ni en première instance, ni en appel, n'ont prononcé à mon encontre d'amende. Et ça, j'y vois quand même un sens et une signification. Bah oui. C'est qu'ils ont bien compris que l'enrichissement personnel, ça n'a jamais été Ouais, ma n'existait motivation, pas. Ouais. comme ça avait été au début, t'as avec vendu, les informations incriminantes qui ont circulé sur mon histoire, développée par le ministère de l'Intérieur. C'était pas ça. C'est que mes méthodes de travail, elles étaient peut-être en dehors de la loi, elles étaient contestables, elles étaient illégales, donc j'acceptais la condamnation. Mais l'amende, ça m'aurait vraiment fait mal de devoir supporter le poids d'une amende. Donc j'ai eu aucune amende. Donc la Cour d'appel, c'est le seul point positif que j'en tirais, c'est que... Et puis pour les 2 ans en plus, au moins... Les 2 ans, plus après le bracelet électronique. J'ai eu le bracelet électronique pendant 1 an, avec encore une anecdote sur l'institution judiciaire qui m'a fait grincer des dents, parce que quand vous avez un bracelet électronique, c'est comme l'exécution d'une peine. Donc vous avez droit, comme tous les détenus, à des réductions de peine, 3 mois par an. Donc j'aurais dû avoir une réduction de mon port du bracelet électronique pendant d'un quelques an, mois. T'aurais fait 9 mois. Ouais. Voilà, j'ai fait, ouais. Et donc ça a été rejeté. Et le juge d'application des peines, que je ne connaissais pas, parce qu'elle était en milieu... Je connaissais celle en milieu ouvert, mais en milieu fermé, celle qui gère ces réductions de peine, je ne la connaissais pas. Elle a écrit que mes gages de réadaptation sociale ne pouvaient pas être considérés comme suffisants. Ah, ça m'avait... Je ne savais pas que j'étais inadapté socialement. Mais enfin, bref, un dangereux marginal. Quand je vois qu'on accorde libéralement ces mesures de réduction de peine, qu'on m'écrive que mes gages de réadaptation sociale ne peuvent pas être considérés comme suffisants, ça m'a fait un peu grasser. Une petite forme d'acharnement. Depuis, donc tu t'es sorti de cette histoire, quoi, fin 2019. Voilà, 2019, fin de l'histoire. Donc je retrouve ma liberté totale, liberté de voyager, liberté de... Oui, fin de peine, tu ne dois plus rien à la justice. Une vie de retraité, puisque évidemment, moi, avant 2016, et le jugement de l'institution judiciaire, j'ai été jugé par l'instance administrative. Donc j'avais été révoqué en 2012. À l'issue d'un conseil de discipline où j'avais un certain nombre de directeurs centraux qui étaient présents, dont mon directeur central de la police judiciaire, qui avait toujours tenu à mon encontre des propos extrêmement flatteurs au moment où j'exerçais. Et donc, j'ai été révoqué par le directeur général, qui était un préfet qui, je pense, avait pris en compte toute la médiatisation. Oui, ils se sont dit, bon, on est obligé de... Voilà. Donc, et les faits, mais les faits tels que je pouvais m'en expliquer, on ne peut pas faire état de la procédure judiciaire dans une procédure administrative. Donc c'était compliqué, ça a été très compliqué pour moi d'amener des éléments tirés de la procédure judiciaire pour justifier mes comportements devant la juridiction administrative. J'ai été révoqué, voilà. Donc j'ai perdu beaucoup au niveau de ma retraite, de mes bonifications, mais... Avec un petit, quand même, bon, outre les 8 ans, enfin, ça a duré combien de temps, ton histoire, 2000 J'ai été arrêté en 2011, fin de l'affaire avec fin du bracelet électronique 2019. 8 ans. Ouais, 8 ans. Alors, tu pouvais tirer jusqu'à... Parce que tu es arrêté, tu avais 56 ans, tu aurais pu prendre quoi, ta retraite à 65 Ouais, 62, 63, oui. Ouais, mais donc bon... ils t'ont privé des 10 dernières années de carrière, quoi, en gros. Oui. Ils m'ont privé au moins d'un certain nombre d'années de carrière. Oui, plus du reste, mais... Où très franchement, j'aurais pu amener pour la police judiciaire pour le bien en public, des éléments positifs. Ils t'ont privé de 8 ans, mais ils se sont privés aussi d'un certain nombre de dossiers. Non seulement ils sont privés de ça, mais en plus, ils ont fait en sorte de rigidifier la relation agent traitant policier-informateur. Ils ont instauré des règles de traitement de l'informateur extrêmement contraignantes, qui n'existaient pas auparavant, avant mon affaire, où maintenant on impose un contact à 2 fonctionnaires, la rédaction d'un rapport à chaque fois qu'il y a un contact avec un informateur, des choses extrêmement lourdes. Pour connaître assez bien certains informateurs, ils n'auraient pas accepté qu'on vienne à 2 sur un rendez-vous, comme ça. Oui. Donc, et puis, vu l'exemple, vu le traitement que tu as eu, bon, ça refroidit aussi les petites ardeurs d'aller traiter avec des informateurs. On se dit, bon, si Michel Néret, un des patrons de la PJ, finit au trou... Voilà, c'est exactement le discours des fonctionnaires qui ont travaillé avec moi, en disant
Ouais, faut être pervers. Aujourd'hui, un fonctionnaire de police qui a un informateur, c'est un être pervers. Parce que l'informateur, c'est quelqu'un qui vous demande beaucoup de temps, qui aura mécaniquement un problème judiciaire et donc qui va vous apporter à vous, policier, mécaniquement un problème judiciaire parce qu'il va falloir que vous alliez voir un magistrat qui va vous regarder de travers en disant c'est quoi cette histoire. Voilà. Et puis un informateur qui vous appelle à 23h en disant j'ai besoin de toi, vous n'allez pas lui dire on verra ça demain, hein. Vous y allez. Donc et pour quel résultat? Aucune prime d'informateur, puisqu'il n'y a plus de prime de police, puisque depuis Guéant, qui avait détourné allègrement... Qui avait tapé les enveloppes quand il était ministre de l'Intérieur. Les fonds d'enquête spéciale ont été supprimés, pas d'avancement. Le seul intérêt, c'est de faire une affaire, d'apporter quelque chose. Mais il y a encore des fonctionnaires qui le font. Mais encore une fois, c'est très pervers, c'est très toxique, parce que ça peut vous amener beaucoup d'ennuis. Oui, puis surtout, de toute façon, une manière de tuer aussi la filière police judiciaire et les résultats. Oui, sans doute. Mais je connais encore beaucoup de fonctionnaires en police judiciaire. Il y en a encore quelques-uns qui continuent à développer cette philosophie-là. Mais avec beaucoup de risques, parce que je ne suis pas certain que la hiérarchie, je représentais la hiérarchie, moi je les incitais, donc je les couvrais en permanence. Et quand le juge d'instruction m'avait demandé souvent, pouvez-vous m'identifier le Pierrot, le machin, j'ai dit, écoutez, monsieur le juge, je serais bien mauvais chef de service si je vous donnais aujourd'hui le nom des fonctionnaires de police que j'ai incités à travailler de cette manière. Donc, voilà. Donc ils ne seront pas aujourd'hui couverts par une hiérarchie qui est assez fébrile sur ce genre de questions. Et en plus, les magistrats, puisque dans mon affaire, lorsque j'ai été interpellé, il y a 2 magistrats du parquet de Lyon qui ont eu des soucis avec leur inspection générale et qui ont été mutés pour les uns et pour les autres, quoi. Donc ça refroidit beaucoup l'institution judiciaire et le problème de l'informateur qui est un problème crucial dans la lutte contre la criminalité organisée. Crucial. Aujourd'hui, on parle de la DZ Mafia, on parle de tout ça, mais si on n'a pas de personnes capables d'infiltrer ces réseaux-là et de manière sécurisée, c'est-à-dire que c'est un très grand travail pour sécuriser un informateur, un travail de surveillance qu'on ne fera jamais apparaître, pour arriver à avoir un point où l'informateur n'a pas la connaissance, faire partir la procédure du point où l'informateur n'a pas de connaissance. C'est un gros travail. Mais celui-là, j'ai l'impression qu'il se fera de moins en moins. Et si vous n'avez pas d'informateur, vous n'avez pas de renseignements, et sur la criminalité organisée, les résultats s'en sentiront, c'est l'évidence. Eh ben, écoute, sur ces pronostics très optimistes, Michel. Ce n'est pas des pronostics, c'est un constat. Ouais. Et je ne parlerai pas de la réforme nouvelle qui a fait une restructuration de la police dans sa globalité, avec la police judiciaire qui a été intégrée dans une structure départementale, qui fait en sorte que la police judiciaire dysfonctionne complètement. Et donc, aujourd'hui, je ne reconnais plus, et enfin quand je dis je, tous les fonctionnaires qui ont eu à travailler pendant des dizaines d'années au sein de la direction centrale de la police judiciaire ne reconnaissent plus leur ancienne maison. Il y a une appartenance à une famille qui a disparu. Avant, on ne travaillait pas ensemble, on vivait ensemble. Et c'est comme ça. En police judiciaire, on était une petite structure. On était sur l'ensemble du territoire national, on était 3 ou 4 000 fonctionnaires. Sur 120 000, ça ne représentait pas grand-chose. Donc cette structure-là, on l'a intégrée dans une structure plus large, départementale, avec à sa tête un directeur départemental qui n'a peut-être pas forcément la fibre police judiciaire. Il a la fibre peut-être au maintien de l'ordre, ordre public, qui est prioritaire aux yeux des hommes politiques. Le judiciaire, tout le monde s'en fiche un peu, sauf lorsqu'on fait parler de la DZ Mafia ou des structures qui ont une action publique forte. Mais l'investigation, c'est quelque chose qui n'est pas prioritaire dans l'esprit du politique. Alors, c'était d'autant mieux d'en parler un petit peu, de consacrer. Il n'y a plus que toi et moi qui ça intéresse visiblement. Oui, j'ai encore beaucoup de collègues, mais qui sont vraiment à la marge de la structure générale, vraiment à la marge. Il y a encore des gens qui ont la fibre police judiciaire. Michel, merci d'être venu. Je t'en prie. Et puis, tu reviens quand tu veux pour poursuivre cette discussion. Avec plaisir. Alors, merci de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.